Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission Ça dit quoi ? Aujourd'hui, petit live tranquille sur le milieu médical, sur les métiers du milieu médical particulièrement. Voilà, donc ça va être très intéressant. Dylan, je te laisse te présenter, tu es le nouveau service qui vient d'arriver il y a quelques mois, c'est ça ? C'est ça, moi je suis arrivé il y a pas longtemps, ça fait 3 semaines que j'ai rejoint l'équipe. Mais ouais, non, on est bien ici. Oui, bien sûr. On s'amuse bien. Ouais, très bien. Écoute, nickel. Aujourd'hui, on est avec des invités spéciaux qui appartiennent au secteur médical, qui ont travaillé ou qui travaillent dans le secteur médical. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors oui, bonjour. Moi, je m'appelle Geoffrey. Je travaille à la clinique Les Lauriers donc, du groupe Elsan à Fréjus et je suis responsable qualité. Très bien. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Céline. Je travaille à l'heure actuelle dans un EHPAD. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé dans un foyer d'accueil médicalisé et je suis cadre de santé. Okay, wow. Beaucoup d'expérience là pour le coup on a sur le plateau. Ok, très bien. Bonjour, je m'appelle Fiona. Je suis aide-soignante. J'ai travaillé à l'hôpital Bonnet et dans un long séjour, donc dans un service pour les personnes âgées. Et là, j'ai arrêté depuis quelques mois. Voilà. Ok, très bien. Du coup, tu as une petite orientation Je sais pas encore. Pas encore. On verra bien. Très bien, on verra bien sûr. Okay. Pas de souci. Bah écoutez, je propose qu'on commence l'émission. On va d'abord faire une petite partie tranquille, des petits quiz, après des petites questions en général sur vos métiers, sur ce que vous faites. Okay. Voilà, donc très tranquille. Dylan, je te laisse poser peut-être la première question. Hop, c'est avec la famille. Vous, à quand remonte votre dernier rendez-vous chez le médecin ? Bon, c'est Ouais, allez, je commence. Il y a un petit moment. Je pense il y a 1 mois. Ouais, 1 mois, je pense. Ouais. Alors, mon dernier rendez-vous chez le médecin remonte à plusieurs dizaines d'années. Ah. Oui. Ouais, je suis dans le même cas. Je pense que c'est à peu près la même chose. Ça doit faire presque 10 ans que j'ai pas été consulter mon médecin généraliste. Souvent, on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est un peu ça. On est dans le milieu et du coup, c'est vrai qu'on a tendance les infirmières, les aides-soignantes, à prendre soin des gens et bizarrement à s'oublier un petit peu. C'est un milieu qui est très empathique, il faut beaucoup avoir de patience. Oui, il y a des travaux, peut-être on entend le bruit, je sais pas, mais beaucoup de sang-froid. Mais c'est vrai que oui, généralement, moi je m'en souviens que les conseils qu'on m'avait donnés par exemple, c'était les médecins généralistes, on les voit vraiment 1 fois par an. Mais est-ce que c'est un conseil qui est bon ? Je sais pas. Voilà, je sais pas si. Ce que vous en pensez ? Alors 1 fois par an, je sais pas sur la fréquence, mais c'est vrai que c'est bien de faire un contrôle régulier. Un petit check. Un petit check, ouais. Maintenant, on est suivi régulièrement par la médecine du travail, qui met en exergue si on a besoin de quelque chose. Donc, visiblement, on est en bonne santé, c'est peut-être pour ça. Oui. C'est le principal, bien sûr, effectivement. Alors ensuite, comme deuxième question, quelle est la pire blessure vous pensez que vous ayez eue ? Si c'est pas trop pire blessure. Alors. Vous n'avez jamais eu de blessure, je sais pas. Oh si, bêtement comme tous les enfants, je pense la plupart des enfants, à faire n'importe quoi en jouant dans le jardin, je me suis cassé le bras. Ah ok. C'est ma première expérience à l'hôpital. Mais bêtement en jouant, je suis tombé et je me suis cassé le bras. Mais comme souvent les enfants, on a les os un peu plus fragiles et premier plâtre. Quand on est enfant, on bouge beaucoup, on fait n'importe quoi, on n'a pas conscience de ce qu'on fait. Exactement. Vous, Céline ? Alors, la pire blessure, je ne sais pas si c'est la pire blessure, mais en tout cas, c'est celle qui m'a perturbée le plus. C'était au cours de ma 3e année d'infirmière, où donc un vase est tombé sur ma main et m'a sectionné tous les extenseurs de la main droite. Ok. Donc, et ça a remis en question mon futur métier. Je ne savais pas si j'allais pouvoir récupérer donc ma main. J'ai dû me faire opérer dans la journée. Oh, carrément. Voilà. D'accord. Ça, c'était il y a longtemps, du coup, C'était donc en 2005, entre 2005 et 2008. D'accord, ok. Ah, ça va, du coup, vous avez pu récupérer toute votre mobilité. J'ai tout récupéré. Ok, nickel, je me suis opérée tout de suite. Ça marche. Moi, du coup, c'est assez drôle un petit peu parce que c'est un patient en fait qui m'a roulé sur le pied avec son fauteuil roulant. Je me suis retrouvée avec le pied cassé, quoi. Carrément, ok. Le dessus du pied cassé, voilà. Puis c'était pas une seule roue, c'était bien les 2 roues qui me sont passées sur le pied, donc voilà. Effectivement, c'est assez anodin comme blessure, effectivement. Toi, Dylan, c'était quoi ta pire blessure, en fait, d'ailleurs ? Moi, personnellement, c'était quand j'avais 11 ans. J'étais jeune et naïf et que je voulais devenir footballeur.
J'ai fait premier entraînement. Il y a un coéquipier à moi qui m'a écrasé le bras cassé, hôpital. Je me remets de ma blessure, je refais un entraînement, je me casse la jambe. Depuis, j'ai arrêté. Ah oui. Et toi? Ma pire blessure, c'était il y a 3 ans. Je faisais de la muscu et je me suis déchiré un ligament au niveau de la hanche. Et j'ai toujours des séquelles aujourd'hui, mais voilà quoi. Un peu de rééducation, je pense que ça ira. Mais à part ça, c'est bon, tranquille. Ça m'empêche pas de vivre, donc ça va quoi. Mais... Voilà, bah écoutez, je propose qu'on continue sur un petit quiz, ce qu'on a préparé. Ouais, avec plaisir. Bah écoutez, très bien. Première question, Dylan, tu peux peut-être la poser? Combien y a-t-il d'hôpitaux en France depuis 2019? Et là, il y a les 3 propositions. Ah, ok. Ouais, mais alors... Moi, je dirais la deuxième réponse, 2941 hôpitaux, à mon avis, puis hôpitaux et cliniques. Ça me paraît... Aucune idée. Je vais dire aussi... je vais dire la dernière. 3500. Non, ouais. Moi, je dis la deuxième réponse, je pense. La Résolier qui me dit 12 478. Quand même pas. Ah non, Je suis pas certain de cette information. ça c'est le nombre de villes en France, ça je pense. Ou alors le nombre d'habitants de Poitou-Charentes. Je pense qu'on peut lancer la réponse, Oh, Ah ouais. C'est tout. pas si nombreux. Comme quoi, du coup, le secteur médical, il y a très peu de personnel, on se rend compte du coup maintenant avec cette question-là aussi. C'est un domaine qui n'a vraiment pas de demande, enfin beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres d'emploi, malheureusement. Donc, Des offres d'emploi, il y en a. oui, pardon, c'est l'inverse, hein, je crois. Oui, voilà. Ouais. C'est l'inverse, Il y a- ouais. il y a- Je me il y suis a- confondu. On cherche Ouais, des vous cherchez soignants. beaucoup, On cherche mais- beaucoup de soignants. Oui, on cherche beaucoup de soignants. Oui, en effet, souvent les hôpitaux, c'est le premier employeur de la ville. Ouais. Je pense, à part les mairies, et je pense que donc si on enlève la mairie, je pense que le premier employeur de la ville, c'est l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël, Ouais, c'est vrai. sans aucun doute. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'il y avait une histoire comme quoi il y avait je sais plus dans quelle ville c'était, mais il y a un hôpital qui a ouvert récemment, donc qui était à la pointe de la technologie, tout ça, mais qui avait pas assez de personnel pour que ça ouvre. Et c'est vraiment handicapant quoi, pour le coup. Mhm. Ah oui, Pour les personnes qui ont exactement. un problème de santé. Exactement, Voilà. hein, c'est les moyens humains qui sont le plus important pour faire tourner un hôpital. Hein. Et c'est vrai qu'on recherche, il y a des métiers dits en tension, donc infirmières, aides-soignants, mais même tous les métiers où il y a toujours, si vous Oui. regardez sur les Médecin. offres d'emploi, médecins, Ah oui, hein, médecin aussi, ouais. beaucoup sur notre secteur, on est considéré désert médical. Oui. En effet. Ok. En parlant d'hôpitaux, est-ce que, c'est pas trop, bien sûr, c'était pas trop intime, est-ce que vous êtes déjà fait opérer? Ah bah moi pour le coup oui, parce Oui, que mon vous bras avez- cassé, oui, je me suis effectivement, fait oui. opérer, c'est la première fois que je rentrais dans un bloc, et la deuxième fois que j'y suis rentré, c'était en tant que professionnel de santé, donc j'ai vu l'envers du décor, Ouais, et c'était assez marrant, assez sympa de voir la différence quand même. c'est vrai. Et vous, Céline? Oui, pour moi aussi pour ma main. Effectivement, je me suis fait opérer pour une intervention chirurgicale des reins. Et puis en qualité de soignante, infirmière, effectivement, j'ai pu participer à des opérations. C'est bien passé, c'était, Très bien passé. ça vous a apporté beaucoup d'expérience aussi, c'était Oui, ça m'a permis visualiser un peu. d'appréhender. Ce qui est intéressant pour moi en tant que soignante, c'est que donc, j'ai accompagné une jeune personne qui n'avait pas 40 ans et qui se faisait opérer à cœur ouvert. Donc j'ai pu l'accompagner et essayer de la rassurer, de la sécuriser. Et puis j'ai pu aussi assurer son suivi après son opération. Donc voilà, avec une observation du travail d'équipe, des compétences. Non, c'était très intéressant. Ce qui est vraiment dans ces métiers, c'est vraiment le contact humain. Oui. C'est-à-dire voilà, tout ce qui est empathique, moi personnellement ça me plaît beaucoup aussi. Donc c'est vraiment une expérience à faut vraiment être au contact des autres, avoir beaucoup de sang-froid, comme de la patience aussi. Mais savoir que la personne après va mieux, en partie grâce à vous, ça fait toujours quand même du bien aussi. Et c'est toujours quelque chose qui peut être plaisant. Le sentiment d'utilité et la relation dimensionnelle, je crois que c'est notre quotidien. Et C'est vrai. ça nous nourrit. Quand on rentre le soir, c'est vrai qu'on est heureux de rentrer Oui. en ayant eu l'impression d'avoir apporté. Vous allez le sourire quoi. Ouais. C'est ça qui est parfait.
Toi, Fiona, du coup. Moi, je me suis déjà fait opérer. Ouais. Ouais. Bon, c'est des petites opérations, les dents de sagesse, des Oui, trucs ouais, comme c'est ça. comme ça, ouais, bien sûr. Mais après, moi, j'ai eu l'occasion de faire un stage en chirurgie ambulatoire. Donc, moi, c'était pas le bloc. Moi, c'est plutôt le retour des patients du bloc. Donc, s'occuper des patients, vérifier si tout va bien après un retour de bloc, quoi. Voilà. Ok, très bien. Je propose qu'on passe à la prochaine question, Rémi. Ah, je t'ai pas présenté, Rémi à la régie. Quand même. C'est vrai qu'on a Rémi qui est derrière la régie, qui a déjà présenté des lives sur Ça dit quoi. Maintenant qui s'occupe de la régie derrière, voilà, donc La question. on tourne un petit peu La réponse d'autres. à la régie. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'hôpital, de Brian qui nous dit ça. Oui, effectivement, oui, bah, c'est ce qu'on disait dans la question. Effectivement. On pensait que c'était plus, finalement, c'est beaucoup moins. Voilà. Donc ensuite, pour la prochaine question, quel est le salaire... Non, du coup, c'est une question... il faut aussi Le deviner. salaire moyen d'une Salaire infirmière. moyen d'une infirmière début-fin, donc début... non, je pense que La vous deuxième connaissez. et troisième proposition est identique. Ouais, c'est les mêmes. Ah oui, identique. problème d'habillage là. Mais il y a deux fois la même, Dany. Effectivement, Dany. Bon, du coup, je vais laisser entre les deux. Hein, Bon. écoutez, De toute façon, pas le choix. Hein. C'est sûrement cette réponse-là. Ouais, c'est ça. c'est celle-là, de toute La façon. deuxième. Oui. C'est ça. Oui, bon, heureusement. Vous pensez que c'est un salaire suffisant pour un Non. infirmier ou pas? Bah, c'est mieux. C'est mieux, oui. Depuis le Ségur, je trouve que c'est mieux. Dire que c'est suffisant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mieux. Ok, depuis le, pardon, Depuis le Ségur, la la prime pré- la- Ségur. ouais. Ok. Là, puis Donc, l'après-Covid, il y a eu une revalorisation Sont des pour tous salaires. les, Ouais, les les professionnels de soignants. santé. Pas que les soignants, à partir du moment où Tous. on est professionnels de santé, donc Tous. exactement tous, Mm. il y a eu une revalorisation du salaire. Après, ces salaires suivent des grilles. Alors, il y a des grilles dans le public, des grilles dans le privé. Bien Selon sûr, l'ancienneté. selon l'ancienneté, selon la fonction, selon la petite spécialisation. Il y a des infirmières qui peuvent être infirmières hygiénistes, infirmières, Infirmière de bloc. infirmières de bloc, c'est une spécialisation, Ouais. infirmières anesthésistes Mhm. aussi, Ouais. ils ont c'est un an d'études en plus. Voilà, donc en effet ça varie en fonction de cette qualification et en effet il y a une grille qui existe. On a Brian, il y en a qui finalement est anglais. Brian qui dit j'aurais dit la troisième réponse, la deuxième et la troisième sont la même. C'est les mêmes, Donc, après, de 1700 à 1400 euros, effectivement. Dylan, je te laisse passer à la prochaine question. Comme ça, vous voyez. Alors, combien coûte actuellement une consultation chez le médecin généraliste? Ah, alors c'est d'actualité, donc 25 euros, il me semble, c'est la c'était première. 25, c'est augmenté, je crois. ouais, je Il me dirais semble 26, 26, la 50, deuxième, c'est bien possible, 26,50. c'est bien possible. Oui, c'est ça. Est-ce Ça a que été vous revalorisé il n'y a pensez pas très très longtemps. Vous pensez que c'est un juste prix ou faudrait l'augmenter Il faudrait l'augmenter, je pense. Mm. Je pense, compte tenu du temps, des compétences. Oui, et puis Ouais. en France, on a un système où la sécurité sociale prend en charge la consultation chez le médecin généraliste. Alors, il y a toujours un reste à payer aux patients, comme pour les boîtes de médicaments, qui vient de passer à 1 euro quoi qu'il arrive, pour les boîtes de médicaments. Ouais, mais on est relativement. Mais je trouve, comparé à d'autres pays européens ou aux États-Unis, etc., je pense que notre système n'est pas trop Oui, c'est mal vrai. pour les patients et il a été revalorisé pour les médecins récemment. Oui. un tout petit peu revalorisé. C'est vrai que À mon les frais de sens, oui. santé en général sont plutôt bien couverts dans notre pays pour une bonne sécurité sociale. D'ailleurs, c'est recommandé d'y aller au moins une fois par an au médecin généraliste pour pouvoir faire des check-ups. Ouais. Pareil. Effectivement. Ensuite, on peut passer à la prochaine question. En cas, on a. Ouais, c'est ça, ce que tu as dit, Dylan, c'est qu'il est conseillé de se rendre au moins une fois par an chez le médecin généraliste. Je l'ai déjà dit avant aussi. Effectivement. Prochaine question. Et du coup, quelle est la durée moyenne des études pour devenir médecin généraliste? Effectivement. Ah, Je Je crois que c'est 8 ans. Ouais, c'est entre 8 et 10. On hésite il me entre 8 semble, et hein. 10. alors moi j'aurais dit 10. Moi, j'aurais dit 8. Un doctorat, du coup. Ah, faire carrément. Ah ouais, ça, c'est juste. La durée moyenne franchement, des études. Durée minimale, ouais. bon, je dirais. Moi, je sais pas, 10 ans, par défaut. Moi, je dis 8. 8. Parce que je pense que 10 ans, c'est quand on fait une spécialité en plus. Ouais. Par exemple, tout ce qui est. Chirurgien Voilà, c'est ou ça. un cardiologue Ouais, c'est ça. ou- Je crois que c'est Ok. c'est plus ça, 10 ans. Ouais, on a Dany qui nous dit 10 et Brian qui nous dit que c'est cher. En France. En France, moi je sais pas de. Oui, il parle de. il La parle d'action d'avant. consultation. Effectivement.
Oui, peut-être ouais, aussi. Ah, les études qui sont chères, peut-être, oui, effectivement. Les études. Ah, alors Je les sais pas. études, je suis pas C'est d'accord. intéressant, ça, Non, pour le moi coup. non plus. L'avantage des études, c'est que c'est à la faculté. La Oui. faculté, c'est Mm. donc l'université. Mm. C'est C'est gratuit, gratuit. entre guillemets. On paye juste sa sécurité sociale et son inscription en début d'année, mais c'est de l'ordre de 500-600 euros, je Mm. crois, pour l'année. Oui, c'est pas cher. Comparé à une école Comparé de aux écoles, commerce privée ou Mm. comparé Ah aux oui. C'est États-Unis ou en Angleterre, parce que je vois qu'il est anglophone. Oui. Ouais. Jusqu'à 12 ans pour les spécialités, avec carrément. Ah, Oui, Je c'est vais ça. donner. Parce Voilà, qu'en fait, c'est le ça. 10 ans, ça. Spécialité, c'est 11-12 ans. Donc, Ah oui, carrément. Ouais. donc C'est les vrai 10 que- ans. C'est vrai que du coup, ouais, par rapport à la question d'avant, c'est vrai que pour les généralistes, moi je pense que c'est pas assez valorisé, en tout cas au niveau du prix. Pour Ah ce non. niveau d'études-là, c'est vrai que bon. Par rapport au effectivement. prix, aux responsabilités, au temps Mhm. qu'il puisse passer Ah oui, avec oui. le patient. Le patient Effectivement, et surtout qu'ils en ont de plus en plus parce que Oui, il c'est y a ça. de moins en moins de généralistes, ils partent Oui. à la retraite, il y a de moins en moins de jeunes généralistes. Donc oui, Ouais. c'est vrai que Effectivement. Et oui, elle a raison, Fiona, je pense. Fiona, t'avais dit quoi? T'avais dit 8 ans, c'est 8 ça? ans. Bah voilà, Mm. Fiona elle a T'avais raison, raison. effectivement. Bravo, Fiona. Voilà, donc, à votre avis, vous pensez quelle est la compétence la plus importante pour un médecin? Vous pensez? Même en termes de peut-être même de qualité. Alors, compétence, je suis pas sûre, mais c'est l'observation. L'observation. Ouais. Je pense Ouais. que c'est Ouais, c'est l'observation important. et Observer. l'écoute, je Ouais. suis d'accord Mm. que l'observation dans toute sa globalité. Ouais, c'est important. Puis même, je pense qu'aussi prendre le temps avec la personne pour essayer de la comprendre, ce qu'elle ressent, les symptômes, tout ça. Parce que moi, personnellement, avec des expériences comme ça aussi, j'ai eu un médecin qui s'occupait pas trop de moi et qui laissait passer voilà, des choses assez compliquées, l'appendicite par exemple. ouais, Voilà, qui n'a pas été diagnostiqué directement. C'est une complication à cause de ça après, quoi. Donc, ouais. Assez complexe quand même. C'est Faut avoir ça. un bon médecin. Après, c'est pas une science exacte en Oui, c'est effet, sûr. la médecine, mais c'est vrai que si on n'est pas observateur et pas à l'écoute Mhm. du patient, c'est compliqué. Alors souvent, on peut demander des examens complémentaires Mhm. pour aider à prendre une décision, à poser un diagnostic. Mais je pense qu'en effet, cette qualité d'observation est essentielle chez nos médecins. Ouais, c'est vrai. Alors, on va passer à la prochaine question. Quel est l'organe le plus volumineux du corps humain? Ah, cœur, foie, poumon. Oh, les poumons, non? On en a deux. Ouais, j'aurais tendance aussi à dire Ouais. non. La Bon, peau. ouais. Où est-ce que vous nous avez trouvé toutes ces questions? Ah. Où avez trouvé Bah, c'est l'examen pour devenir médecin. En fait, c'est ça. Et on n'est pas un médecin. Alors, il a dit volumineux, en termes de volume. Hein. Ouais, Donc, les c'est poumons, sûrement je les pense. poumons. Ouais. Ah, c'est le foie. Ah, ok. Bon. C'est le foie, Ok. On avait regardé, c'est le foie qui prend le plus de volume au niveau du corps. Ah, parce qu'ils sont plats, les poumons. Et du coup, Peut-être. Ah oui, d'après c'est vrai. vous, quel est son rôle et son importance dans l'organisme? Le foie? Oui. Ah. Il nettoie. Ah, c'est nettoyeur. Les déchets, nettoyer. Oui, c'est ça, c'est pour purger les déchets, Il nettoie. faire en sorte d'être bien. Alors, on a plein de réactions dans le chat. Connaissance importante, oui, pour les médecins, effectivement. Maxou qui nous disait la peau. Du coup, en termes de volume, je ne pense pas. Il a raison, peut-être en surface. Ouais, en en fait, surface, la surface ouais. de Ouais, la bien sûr, peau, bien c'est sûr. ce qui représente peut-être le Mm. plus. Effectivement. Et on a Brian qui nous parle en franglais bizarre, personnalise le foie. Because je bois too much beer. Ok, frérot. C'est qui a mis ça trop là? C'est pas toi Louis? C'est pas Louis? Ok, d'accord. I handle alcohol well with ok. D'accord, ok, très bien. Donc, En effet, le foie élimine. Pourquoi Le foie Ouais, le foie élimine. élimine. Mais ils ont pas tort, quand c'est on son boit, rôle. le Oui, foie, c'est il- vrai, c'est vrai. Faire attention après de Il peut devenir volumineux. pas aller dans les excès. Exactement, effectivement, c'est le ouais. risque. effectivement. Il peut être très volumineux quand on boit. Oui, c'est le problème, ouais. Effectivement. Rémi, tu veux passer à la question suivante, s'il te plaît. Quel est le budget annuel français pour la santé? Est-ce que vous savez... c'est une question... voilà, c'est... Personne ne sait ça d'habitude, mais c'est une question qu'on a trouvée qui pourrait être intéressante. Moi, je dirais la deuxième réponse, Mhm. je pense. Parce que...
pas vraiment beaucoup de budget, je pense. Je sais pas, ouais, peut-être la Avec la deuxième sécurité réponse. sociale, je pense que. Moi, je crois qu'il y a les personnes âgées qui rentrent dedans et qui la plus grosse part. Je me rends pas compte. J'aime bien la réponse pas assez, ça c'est sûr. Pas Le assez. système de français, Max Minus, pas assez. je crois qu'il a bien raison. On verra. 500 millions, ça me paraît peu. Et 10 milliards me paraît beaucoup. Ah oui, 10 Euh, milliards, non. Non, peut-être pas Oula. la deuxième réponse en fait. PPK, bienvenue, c'est un live sur donc sur le thème voilà, secteur médical. Voilà, donc on discute métier, on discute des petites questions voilà, qu'on pose avec des professionnels. Alors moi, je dirais 10 milliards, allez. 10 milliards 10 milliards, Brian nous dit il n'y a pas assez pour la santé. Rémi, tu peux balancer la réponse 240 milliards. Ouais. Donc là, c'est ouais, c'est pas. Voilà. Non, c'est quand même pas assez, je pense. Wow. Mais en vrai, oui. Effectivement, du coup, avec la sécurité sociale, ça peut ne pas être assez, quoi, effectivement, parce que il y a beaucoup de personnes qui se reposent sur ça. Et voilà, merci la Sécu, effectivement. Mathilde Doux, merci la Sécu, effectivement. Savez-vous quelle part de notre PIB, du coup, est-ce que cela peut représenter PIB, produit intérieur brut, vous savez. Aucune idée. Voilà. Je sais pas. Une grande partie, pour le coup. Nos compétences. C'est une bonne question. Je l'ai pas appris à l'école, ça. Posez-nous une question. Je sais pas. J'espère que ça occupe une place importante, ce serait Ouais, bien, je parce pense. que la santé, l'éducation, c'est des sujets qui touchent tous les Français, donc j'espère que ça prend une part importante, donc Oui. on va sûrement vous allez nous le dire. C'est 12%. 12%. C'est quand même beaucoup, hein, effectivement. C'est Ah un oui. dixième à peu près. Hein. Il y a plein de sujets, la défense, le logement, etc. 12%, ouais, c'est important. Nous, en tant que soignants ou professionnels de santé, c'est sûr qu'on aimerait toujours plus. Oui, c'est vrai. Avoir plus de moyens justement humains, Ah oui, un oui, peu oui. plus de matériel pour renouveler nos locaux, Ouais, c'est important. Ouais, c'est vrai. nos appareils, toujours, hein, on cherche. Enfin, Ok, je vois. Tiens, je te passe une question de Bon, on va continuer ça avec un tu préfères. On va faire une version combini. Donc, on va faire dans l'ordre. On va commencer D'accord. par là. Et puis, on Ok. va vous poser chacun des questions et vous répondez du tac au tac tu préfères. Après, on repassera dessus un peu après si vous voulez. ça marche. T'es prêt, Rémi? Alors, pédiatrie ou gériatrie? Gériatrie, Infirmier libéral ou en hôpital? l'hôpital, Urgentiste ou médecin généraliste? urgentiste, Pouvoir guérir le cancer ou éviter les crises cardiaques? Ah, on a envie de dire les deux, pouvoir guérir le cancer ou les crises cardiaques, pouvoir guérir le cancer, Chirurgie médicale ou esthétique? médical, Le salaire ou la passion? la passion, Et l'alimentation ou le sport? moi le sport. Oh oui, oui, pas mal. Du coup, on fait la même chose pour autre personne. Très bien. Ok, très bien. Céline, du coup, c'est à vous. Ok, très bien. Petit problème à la régie. Parle français. J'essaye, je suis anglais, j'apprends le France. Bah oui, faut le laisser essayer. En cas s'il veut s'exprimer dans n'importe quelle langue. Moi, je parle bien anglais. Dylan, je pense que toi aussi, tu parles bien anglais. Ça va? Jeux vidéo ou bien aidé? Ah, oui. TikTok aussi, ça aide beaucoup en vrai. TikTok aussi, les réseaux aident beaucoup. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Vraiment, personnellement, j'ai eu des bonnes notes grâce à ça. Avant, sinon, j'étais vraiment claqué dans les langues. Et puis j'ai connu World of Warcraft. Ah oui. Ok, très bien. C'est bon là? Ok, très bien. Céline, est-ce que vous êtes prête? Ouais. Très bien. Alors, pédiatrie ou gériatrie? Gériatrie. Infirmier libéral ou en hôpital? Hôpital. Urgentiste ou médecin généraliste? Urgentiste. Ok. Pouvoir guérir le cancer ou éviter les crises cardiaques? Les crises cardiaques. Chirurgie médicale ou esthétique? Chirurgie médicale. Ok. Le salaire ou la passion? Les deux. Ouais, on va dire la passion. Ok. Alimentation ou le sport? Alimentation. Alimentation. Ok. C'est ok, très bien. Oula, même. On aura un petit compte rendu. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Là, on part sur des hiéroglyphes. Ah. C'est du chinois, ça. Je
Je connais pas encore la langue. Tu connais bien la langue? Moi je connais pas, désolé PPK, je sais pas, je suis désolé. Voilà, je peux pas savoir ce que tu me. Peut-être ça peut marquer une dinguerie, je sais pas. Mais bon, on continue. On continue. Alors, pédiatrie ou gériatrie? Gériatrie, Infirmier libéral ou en hôpital? en hôpital, Urgentiste ou médecin généraliste? urgentiste, Pouvoir guérir le cancer ou éviter les crises cardiaques? guérir le cancer, Chirurgie médicale ou esthétique? chirurgie médicale, Le salaire ou la passion? la passion, L'alimentation ou le sport? l'alimentation. Très bien. Il y a un petit compte rendu de nos personnalités ou selon les réponses qu'on a? Pas du tout? C'est juste pour apprendre à vous connaître, bien sûr, c'est ça. C'est histoire d'apprendre un peu plus sur oui. Après, peut-être décrire pourquoi tel ou tel choix, pourquoi Oui, ça peut être pédiatrie, intéressant. pourquoi gériatrie, etc. Vas-y, par exemple, pourquoi vous avez choisi pédiatrie ou gériatrie? Pour moi, la gériatrie, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc moins de stress. Je pense que Ouais, ça, c'est c'est vrai, important. Oui. Ils sont importants, hein, les enjeux, mais ils ne sont pas les mêmes. On n'a pas l'anxiété des parents qui peut nous parasiter en qualité de soignante dans les soins. Donc ça, c'est important. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, je suis Et d'accord. puis, ils sont très attendrissants, nos personnes âgées. Voilà, ils nous apportent énormément, je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Et moi aussi pour les mêmes choses. Je travaille à la clinique Laurier, mais je travaille aussi à l'HAD Saint-Antoine, donc l'hospitalisation à domicile, où la plupart des patients sont pris en charge. Donc ça porte bien son nom, hein. C'est bien hospitalisé à domicile, hein, pour un peu plus de confort, etc. et d'accompagnement. Et en effet, la plupart des patients sont des fins de vie, des soins palliatifs, donc très souvent des personnes âgées. Donc j'ai jamais connu de service de pédiatrie, donc c'est vrai que j'ai plus une plus grande sensibilité côté gériatrie. Et puis même, généralement les enfants ça prend une grosse énergie, pardon. C'est assez imprévisible aussi. Moi je travaille tous les samedis au secteur jeunesse de la médiathèque de Fréjus. Et oui, des fois ça fait n'importe quoi, ça demande beaucoup d'énergie pour s'en occuper. Donc c'est toujours assez drôle. Je pense que pour des personnes âgées qui sont plus compréhensives, peut-être plus patientes aussi, empathiques aussi. Après, nous sommes très proches. Hein. C'est deux secteurs très vulnérables. Oui, exactement. Deux secteurs extrêmement vulnérables. Et... C'est très différent aussi. Hein. La prise en charge est totalement différente avec des enfants et des personnes âgées. Donc, Ah oui, totalement. Finalement, on peut pas vraiment, je pense, comparer. Ouais. C'est compliqué à comparer. Ok, je vois. Céline, vous aviez dit l'alimentation, le sport, vous aviez dit l'alimentation. Oui, arrivé à mon âge, oui, c'est l'alimentation. Avant, pour vous, c'était plus le sport? Après, en rentrant du boulot, je suis très fatiguée, donc j'ai du mal à faire du sport. Par contre, l'alimentation, oui, c'est important pour moi. Oui. La nutrition, c'est... Oui, très important. Et puis, c'est très important aussi dans les établissements dans lesquels on travaille. Hein, parce qu'on sait qu'en vieillissant, on mange moins, par exemple. Donc, il est important aussi d'être là et de les accompagner. Ouais, l'alimentation. Ouais. Je suis pas prête de rentrer en EHPAD encore, mais disons... Sur cette question-là, finalement, t'as répondu quoi? L'alimentation, toi aussi? Ouais, parce que moi, je suis pas trop sport, alors... Oui, voilà. Bien sûr. Après, pour moi, personnellement, la nutrition, c'est aussi important que l'alimentation. Même si les deux vont ensemble aussi, donc... Enfin, que le sport, pardon. Dylan, toi, c'est quoi ton avis sur cette question, d'ailleurs? Moi, personnellement, ce serait plus l'alimentation aussi. Ouais. C'est important. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, personnellement. Moi, j'en pense à peu près la même chose, en fait. Surtout avec l'avènement des fast-food, tout ça, maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font du sport, mais qui, à côté, ne font pas aussi attention à ce qu'ils mangent. Et alors on voit une petite évolution dans le mode de vie, alors pas forcément à l'hôpital, dans la vie de tous les jours, le côté healthy est en train de prendre le mouvement aussi, et tout. Avec les réseaux, bien sûr. Exactement, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à bien manger ou à mieux manger, et c'est vrai que souvent c'est lié au sport. Généralement les gens qui font du sport pour avoir de meilleurs résultats, pour performer, il y a aussi le côté alimentation qui est très important. Donc, c'est vrai, et c'est vrai qu'à l'hôpital, c'est l'alimentation. Alors,
à l'hôpital ou dans nos maisons de retraite. C'est vrai que c'est une question très très importante. On a ce qu'on appelle des comités de liaison d'alimentation et de nutrition avec une diététicienne, les équipes, les soignants qu'on fait participer selon tel et tel régime. C'est quelque chose qui est très suivi dans les hôpitaux. Donc, des commissions des menus pour qu'on puisse échanger avec les résidents. Tout à fait. Savoir un petit peu ce qu'on peut leur proposer pour essayer de varier un peu. Ça, c'est intéressant, ça, Oui. Du coup, ils participent, eux, à décrire ce qu'ils veulent manger. C'est très bien, ça, pour le coup. En fait, on revient sur ce qui a été proposé le mois précédent, avec ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, et on propose ensuite pour le mois d'après. Exactement. Et on essaye d'écouter et d'élaborer des menus en fonction de leurs préférences, de leurs choix. Validé par une diététicienne toujours, C'est pour ça. que ce soit... oui, bien sûr. C'est incroyable, ça. Et puis on essaie d'intégrer la saisonnalité pour les légumes. Pas prendre un légume qui se fait en hiver, on va pas le mettre au menu l'été. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Avec des petites thématiques aussi. On peut leur faire un repas McDo, enfin hamburger frites, s'ils le désirent. Là, il y a même Brian qui nous dit 5 fruits et légumes par jour à McDonald's. Pour le coup, je ne pense pas. Non. À moins que tu comptes la salade et le Il y a la pomme de terre, la salade, la tomate. Ouais, tu prends que des salades. Même les salades à McDo, c'est quand même gras aussi. Des fruits dans le dessert. Surtout après le McDo. J'ai du mal à traduire en anglais. Ok, très bien. Surtout après le McDo. Ah oui. Au niveau sport, on nous dit que ce soir, il y a la No Finish Line. Alors en effet, c'est un événement qui a lieu d'aujourd'hui à dimanche. Et en fait, c'est un parcours d'1 kilomètre. Chaque kilomètre qu'on fait rapporte de l'argent à l'association. Alors je sais pas cette année quelle est l'association, mais je sais que les hôpitaux sont souvent très sensibles à ce genre d'action, etc. Et on voit des teams d'hôpitaux, la team du CHU de Nice, la team... alors la clinique Laurier, je crois pas qu'on est team cette année. Mais et puis c'est bon enfant et c'est cool. C'est vraiment sympa, ouais. Ok, très bien. Écoutez, je propose qu'on passe à la prochaine rubrique. Peut-être avant de passer à la prochaine rubrique, demander qu'est-ce que vous pensez entre infirmière libérale et hôpital? C'est quoi les différences? Et pourquoi vous préférez l'un plus que l'autre? Infirmière à l'hôpital, c'est travailler en équipe avec différents métiers, avec une technicité différente aussi. Donc la différence, c'est que ça dépend si on préfère travailler en équipe ou on préfère travailler seul et gérer sa journée comme on le souhaite. Voilà, moi je préfère l'hôpital parce qu'on côtoie des médecins, des psychomotriciens, des psychologues, des aides-soignantes, des assistantes en soins gérontologie, donc des compétences différentes qui nous permettent de nous enrichir. Je trouve que l'hôpital aussi, c'est des formations régulières, sans cesse. Donc ça nous permet d'être peut-être à la pointe de ce qui sort régulièrement. En libéral, c'est plus compliqué de faire des formations, même si on peut en faire. Donc voilà. Puis à l'hôpital, on a quand même plus de temps, quand même de prendre le temps avec les patients qu'en étant en libéral, quoi. C'est différent les conditions de travail. Donc l'hôpital, c'est mieux comme vous avez dit par rapport au travail d'équipe, tout ça, c'est bien. Je pense qu'après, ça dépend des personnes. Je pense, exactement, ça dépend des personnes. Je suis d'accord avec vous. Et alors, il existe un juste milieu, du coup, c'est l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Et c'est vrai que c'est des infirmiers, infirmières qui vont au domicile des patients, mais du coup qui travaillent en équipe, comme tu disais, avec le médecin, l'assistante sociale, la diététicienne, la psychologue, parce qu'on est un hôpital délocalisé chez le patient. Donc il y a ce soin à domicile, et il y a ce côté équipe, etc., parce qu'on appartient à une structure, un établissement de santé. C'est un peu le mix des deux. L'HAD peut intervenir aussi dans les EHPAD, parce que nous, on fait appel à eux. Dans les EHPAD, bien sûr. Pour éviter une hospitalisation pour un de nos résidents. Exactement. Donc c'est vrai que c'est peut-être un mix des deux. Moi aussi, j'ai répondu hôpital, mais voilà. Donc on va passer à la rubrique suivante, du coup. Donc on va vous poser des questions. D'abord, ça va être une question générale, et puis après, il va y avoir des questions, par exemple, plus accentuées sur toi ou toi. Okay. Déjà après, la première, elle est générale, ça va être pourquoi avez-vous choisi le secteur médical? Commencez. Alors moi, en effet, je viens d'une famille où ma mère est infirmière, ma tante puéricultrice, et donc depuis petit, je suis
suis un peu dans ce petit monde de la santé. Donc après mon lycée, je me suis dirigé vers la fac de médecine que je n'ai pas eu. J'ai pas eu mon concours. Mais c'est pas grave, j'ai su rebondir et j'ai passé un diplôme d'ingénieur en santé de la faculté de médecine de Nice. Et donc j'ai fait mon stage à la clinique Les Lauriers en tant que responsable qualité et j'ai ensuite été embauché. Et voilà, et je m'épanouis dans ce job au contact des soignants. Donc, du coup, il y a la passion qui va avec. Ouais, exactement. Petit, Il y a, quand on dit que c'est des métiers à vocation, alors c'est plus vrai pour des professionnels de terrain, comme on dit, donc soignantes, infirmières, médecins, etc. J'en oublie, faut pas m'en vouloir, mais tous les gens vraiment en contact avec les patients, mais c'est vrai aussi pour certaines personnes, dont moi, où c'est vrai qu'on se dirige vers la santé naturellement. Ouais. Voilà. Ok, je vois très bien. C'est cool. Vous, Céline? Alors, moi j'ai donc passé un bac médico-social, donc déjà très jeune, j'étais extrêmement sensible donc à la santé et au prendre soin de l'autre. Ensuite, j'ai travaillé pendant 16 ans dans l'industrie pharmaceutique, donc rien à voir avec le sang, la santé. J'étais donc déléguée médicale à l'information, donc auprès des médecins, des hôpitaux, des cliniques. Et donc au cours de ce travail, j'ai pu faire des staffs dans les centres hospitaliers. J'ai pu présenter des nouvelles molécules pharmaceutiques et j'ai trouvé l'intérêt. Enfin, j'ai eu un regard extrêmement envieux sur le travail en équipe, sur la collaboration. Alors que moi, j'étais toute seule dans ma petite voiture à présenter les nouvelles molécules auprès des médecins généralistes ou spécialistes. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa de travailler en équipe. Donc du coup, à l'âge de 38 ans, j'ai fait, à l'époque c'était 3-4 ans, mes études d'infirmière. Ok. Voilà, j'ai travaillé à l'hôpital pendant quelques années. Puis j'ai passé un Master 2 en management, éducation, évaluation pour être cadre aussi ensuite dans les établissements. Voilà. Okay, mais je crois que très jeune, je ne me voyais pas faire autre chose que travailler dans la santé. Okay. Voilà, ma maman était aussi dans l'industrie pharmaceutique et j'ai pas mal de personnes dans ma famille infirmières aussi, cadres de santé. Ah, donc vous saviez déjà depuis toute petite que c'était ce que vous vouliez faire plus tard, quoi. Ah, oui. Ouais. Oui. Okay. Oui. Très bien. Toi, Fiona, du coup, ça s'est passé comment? Moi, du coup, c'est vrai que j'étais un peu... ma famille était un peu dans le secteur médical aussi. Ma mère est aide-soignante. Mon père pompier. J'ai des oncles qui étaient infirmiers. Donc, du coup, j'étais un peu dans tout ça, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est à moi, allez, à mon tour. Hein. et voilà. Ah, vous avez suivi un peu les traces de vos parents, de votre famille, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est très bien. On a une petite question ensuite, si tu veux la poser, Dylan, je te laisse la poser. Alors, comment gérez-vous le bien-être et le soin des résidents au quotidien? Comment on gère le bien-être? Déjà, on répond aux besoins fondamentaux que chaque individu a. En fait, ça s'apprend à l'école, les besoins. Besoin de manger, besoin d'être propre, d'être en sécurité, besoin de se mouvoir, Donc voilà, on essaie de répondre à tous ces besoins. Et puis après, on essaie de prendre le temps d'échanger, de leur proposer des activités, parce que c'est important de se récréer, communiquer. Donc on essaie de leur proposer des sorties, des animations. Enfin, moi, je travaille en EHPAD, donc des temps pour faire à manger, des temps pour aller se balader, etc. On essaye de répondre un petit peu à tous ces besoins. On est là aussi pour les consoler, pour les soigner, pour les rassurer, pour faire le lien avec les familles quand il y a besoin de faire des liens. On essaie de prendre la personne dans toute sa globalité et essayer d'y répondre au mieux. C'est bien parce qu'on voit aussi que par rapport à ce qu'on avait dit avant, au conseil de nutrition aussi, vous prenez soin, vous demandez aussi les avis des résidents. Oui. C'est ça qui est bien. Vous communiquez avec eux, quoi, c'est ça. On communique parce qu'il y a beaucoup, comme je vous dis, quand on vieillit, on est très fréquemment dénutris. Je crois que 30% de nos résidents sont dénutris dans les établissements, dans les EHPAD, etc. Et qu'on est là un petit peu pour veiller. Quand on vieillit, on a les papilles gustatives qui sont atrophiées, on n'a plus le goût, on n'a que le goût du sucré. Et puis on perd un peu son élan vital. Donc on est là pour essayer, de leur apporter
de les aider à manger, parce qu'il y en a qui n'arrivent plus à manger tout seuls. Et puis surtout pour essayer de leur donner envie. Ouais, Oui, je pense que c'est Oui. important aussi ça, parce que c'est vrai que pour certaines personnes âgées, c'est une contrainte d'être en EHPAD. C'est pas, Pas toujours un quelque choix. chose. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, si ils peuvent avoir au moins le choix, on va dire, de l'alimentation, c'est Oui. déjà ça, quoi. Déjà très bien, bien sûr. On a ensuite la question pour toi, Geoffrey. Oui. Quelles sont les qualités recherchées dans le personnel médical et administratif que tu recruterais? Qu'est-ce que tu rechercherais, toi? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, quand on recrute quelqu'un, on regarde deux choses. On regarde son savoir-faire, sa compétence. Donc, si c'est une infirmière, bien évidemment, donc, il faut qu'elle ait le diplôme. Si c'est une aide-soignante, pareil. Ça, elle l'apprenne à l'école. En fonction de son parcours, il y a dans certains services d'urologie, d'urgence, on acquiert certaines compétences, un type de pansement, un type de soins, etc. Donc il y a ce savoir-faire. Mais on va de plus en plus recruter aussi sur le savoir-être de la personne. Bien sûr. Et ça, c'est... Voilà, on cherche quelqu'un... Donc on a un métier à contact avec les patients, donc on cherche quelqu'un de bienveillant, qui soit... C'est bête à dire, mais qui soit souriant, qui ait l'envie d'aider et d'apporter, de prendre soin. C'est clairement ça. Oui. C'est ça, ouais. Je suis On d'accord. va essayer de voir si elle partage nos valeurs. On Ouais, a c'est des ça, valeurs exactement. humanistes. On a des valeurs... donc on va essayer de comprendre un petit peu... on va lui proposer, nous, un mode de fonctionnement, une culture d'entreprise. On va essayer de lui expliquer un petit peu ce qu'on attend d'elle. Et puis on va recruter effectivement le savoir-faire. Mais en général, on a des personnes diplômées, donc le savoir-faire, Bien sûr. mais aussi un savoir-être. Effectivement, il faut des personnes patientes, bienveillantes. Oui, gentilles, ça paraît tout empathique. Ouais, c'est empathique, c'est effectivement. Voilà, observatrice. Ouais, aussi qui travaille du coup par envie, pas par contrainte. C'est C'est ça. c'est vraiment un métier, je pense, tout ce qui est dans la santé, qu'il faut vraiment pas faire par dépit, mais qu'il faut le faire par envie. Et on le voit directement quand on a des personnes qui viennent en se disant ah, tiens, j'ai vu la lumière, je vais faire ça. Enfin, c'est très, Dommage. c'est très important de vraiment faire ça avec envie et passion, quoi. Ouais, je pense que tu as totalement raison, c'est bien ça, il faut le faire avec envie. On travaille pas avec des boîtes de conserve, en C'est effet, ça. On travaille avec des humains et, Ah bah oui. c'est totalement ça, je pense que tu as raison. Oui, le sens. Quel sens C'est important de comprendre le sens. Alors, il y a Brian Brownie qui me dit il y a des cas particuliers de personnes difficiles à en manager en EHPAD. À manager, À manager en EHPAD. c'est-à-dire À gérer. des résidents ou des agents, des des salariés. résidents, je dirais. Ah bah oui. Ah oui, il y en a. Il y en a énormément. Oui, parce que quand on est en institution, c'est que soit on a perdu ses jambes, soit on a perdu sa tête, soit on a perdu les deux. Donc forcément, c'est très compliqué. Donc Ah oui, c'est compliqué à gérer. Hein. donc, et je dirais que 90% de nos résidents, ont des troubles du comportement, ont des troubles de la mémoire. Voilà, oui. Il y C'est a- pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment faire ce métier avec envie, parce que c'est très compliqué au quotidien de gérer des personnes qui ont des troubles cognitifs. C'est vraiment, il faut avoir énormément de patience, il faut être vraiment... faut vouloir vraiment le faire, ce métier. Oui, on doit gérer de l'agressivité, C'est on ça, doit ouais. gérer des comportements aberrants, on doit gérer ce genre de... Mais on est Oui. formé. On est Ah formé bah oui, pour oui. ça. Tout ça, ça s'apprend. Hein. Alors, j'ai une petite question pour toi, Fiona. Quelles qualités personnelles sont essentielles pour réussir en tant qu'aide-soignante? Je pense déjà être bienveillant. C'est très important. Être bienveillant, être patient et être à l'écoute. C'est vraiment très très important d'être à l'écoute parce que c'est vraiment 90% de notre métier. Surtout, nous en étant aide-soignante, on est vraiment au premier contact du patient. C'est-à-dire qu'on est limite les premières personnes et limite les dernières personnes que les patients voient. Donc c'est très important d'être à l'écoute pour vraiment répondre aux besoins des patients. Ouais, c'est être dans l'humain le plus C'est possible. ça, oui, ah oui, c'est très très important, vraiment. On dit toujours que les aides-soignants sont les yeux des infirmiers. Oui. C'est Parce vrai. que nous, on n'est pas... Voilà, donc c'est important. Non, Nos c'est vrai. aides-soignants nous permettent de nous donner un regard plus précis d'une personne triste
voilà, nous, on n'a pas suffisamment. On est tellement occupés par la distribution des C'est ça. traitements et autres que, heureusement, qu'on a nos aides-soignants qui vont nous aider à émettre des diagnostics infirmiers. Ah, c'est très bien, ça, j'avoue que c'est Elles sont essentielles. deux professions qui se combinent très bien, quoi, du coup. Ils sont, Oui. la plupart des hommes. On a une question que j'avais vue, est-ce qu'on peut faire toute une carrière dans la santé quand on voit le manque de moyens, virgule, la pression? Est-ce que vous pouvez Bien répondre à sûr. ça? Bien sûr que oui. Oui, on a plein de personnes qui ont fait toute la carrière. Alors, j'ai même eu une personne en tête qui a fait toute sa carrière à la clinique. Donc, ça existe. Est-ce que c'est de plus en plus difficile? Je pense comprends que la oui. question dans le sens où les moyens, en fait. Mm. Est-ce qu'on se donne les moyens de renouveler? On parlait des budgets, on parlait de l'État, etc. Je pense que c'est lié à ça. Oui, c'est possible. Oui, c'est peut-être plus compliqué qu'il y a 20 ans de se projeter sur une carrière longue dans la santé, mais ça existe encore. Oui, c'est possible. Hein. C'est un C'est secteur, sûr. moi, je trouve que c'est un secteur d'activité où on peut commencer en qualité d'ASH ou d'auxiliaire de Oui. vie et on peut finir en tant que cadre de santé, voire même Oui. directeur. Tout à Donc fait. il y a des possibilités énormes Oui. dans nos établissements et quand on en veut, on peut évoluer vite, Ouais, C'est vite, ça. bien sûr. très Puis très après, vite. ce qui est bien dans ces métiers, c'est que, par exemple, voilà, si on n'est pas bien dans un service, on peut changer. Donc, on peut toujours changer pour que du coup notre carrière elle dure longtemps, quoi. Oui, c'est un secteur, je sais pas comment on le dit, mais c'est un secteur qui a beaucoup de diversité au niveau des professions. C'est ça. On peut On se peut être reconvertir infirmière facilement. scolaire, infirmière En cardiologie, en médecine du travail, infirmière à c'est- l'hôpital, infirmière voilà, en c'est clinique, ça. infirmière en EHPAD, infirmière libérale. Mhm. Il y a beaucoup de possibilités. Ok, très bien. Bah, on va constater, c'est un secteur où il y a beaucoup de diversité, effectivement. Hein, Énorme. Ah beaucoup oui. de reconversion aussi. Donc, ouais, c'est un secteur dans lequel moi, je n'aurais pas de mal, par exemple, à l'étudier. À se projeter. Si on va me projeter, effectivement, oui. C'est un secteur où on apprend tout le temps. Je Ah trouve oui. qu'on nous offre, nos Vous avez entreprises. votre micro qui est. Je vais le mettre là. Nos entreprises nous offrent régulièrement des formations et on apprend tout le temps et ça c'est l'intérêt. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, dans le chat, là, c'est quoi le métier du garçon? Je pense qu'il parle de Geoffrey. Responsable qualité, qu'est-ce que c'est? Alors en effet, un responsable qualité, il y en a un ou une dans chaque établissement de santé. C'est la personne qui est garante des procédures, des circuits des patients au sein de nos établissements, qui s'assure qu'on respecte les bonnes pratiques métiers, donc que ce soit en matière d'hygiène, de douleur. Ça passe par des évaluations en interne de nos services, mais de tous les services, de l'accueil au bloc, en cuisine, en pharmacie. Et à la fin, ce qu'on cherche à voir et à améliorer surtout, le mot amélioration c'est le mot fort de notre métier, c'est la satisfaction du patient. Ouais. Donc le plus connu étant le questionnaire de satisfaction. Si vous avez été hospitalisé, vous avez forcément eu un questionnaire de satisfaction, que ce soit en ligne ou en papier. Et le but ultime, c'est ça, c'est que la qualité perçue par le patient soit à la hauteur de ses attentes. Voilà, dans toutes les dimensions, donc que ce soit avant sa prise en charge, pendant sa prise en charge, et même l'à côté, que ce soit la chambre, le confort de la chambre, l'alimentation, on en parlait. Voilà, c'est des points qui sont importants pour nos établissements, et la responsable qualité est garant de ce fonctionnement. Nos établissements perçoivent de l'argent public. Oui. D'autorité de tutelle. Et donc, en contrepartie, on doit justifier de la qualité de nos soins. C'est ça. Et donc, on est contrôlé régulièrement par ces autorités de tutelle et pour voir si on est conforme aux attentes. Tout à fait. Aux attentes des... Ouais. Tout à fait. Tous les 4 ans en moyenne. 5 ans. Oui, 4-5 ans. Oui, il y a ce qu'on appelle la haute autorité de santé qui vient passer, donc ça dépend, entre 3 et 5 jours dans nos établissements de santé, vérifier chacun des domaines C'est ça. si on les respecte bien. Tous les ans, il y a des audits de dossiers nationaux. D'ailleurs, la campagne a commencé mardi. On a pour 3 mois. Donc voilà, tous les établissements en France ont des dossiers tirés au sort. Il y a des grilles de critères qui sont à cocher, à respecter. Et on vérifie, on remonte les résultats. Et en effet, plus on apporte des soins de qualité, plus on est en conformité, plus les subventions seront importantes pour ces établissements de santé qui ont une meilleure qualité de prise en charge de leurs patients. Et du coup, par rapport à ce que vous disiez précédemment, c'est quoi les défis principaux que vous rencontrez dans votre métier en général ?
Alors moi c'est ça, le défi principal en un c'est justement cette satisfaction patient, qu'elle soit la meilleure possible et aux attentes de nos patients. Et d'abord donc il y a ça pour les patients, il y a aussi un enjeu avec nos professionnels parce qu'on dit que quelqu'un qui se sent bien dans le travail va bien s'occuper de ses patients. Enfin, plus on se sent, c'est ça, plus on se sent avec des moyens matériels, avec une équipe soudée, plus on sera efficace au sein de notre établissement. Donc voilà, je dirais pour les patients et pour le personnel. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Vous, Céline, vous avez quelque chose à dire en plus ou vous êtes d'accord? Je me rappelle plus de la question, pardon. C'est quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans votre métier? Assurer la continuité des soins pour moi en tant que cadre. À faire en sorte, oui, je dirais, d'offrir à nos résidents la meilleure qualité de vie possible sur leurs dernières années de vie. C'est très bien ça. On voit vraiment que vous êtes enclin à les aider, bienveillant, tout ça. Oui, vaut mieux. Oui, vaut mieux, vaut mieux effectivement. Ensuite, petite dernière question, rapidement. Est-ce que vous pensez que la technologie jouera un plus grand rôle dans le secteur médical pour les années à venir? Alors Général la question là. Ouais, je pense. Hein. Alors oui, il y a toute une modernité de nos plateaux techniques. Moi, je sais qu'au bloc opératoire, on a du matériel de plus en plus performant. On a des microscopes de micro-précision pour tout ce qui est ophtalmologie, etc. Donc la technologie est là. On parle dans certains gros établissements, on a des robots de chirurgie qui existent. Ouais, il en existe une quarantaine en France pour des chirurgies mini-invasives, hyper techniques, etc. Et puis on parle bientôt d'intelligence artificielle, alors peut-être l'aide au diagnostic de certains... souvent en imagerie on en parle, pour interpréter certains clichés d'imagerie, c'est vrai que le médecin, ça remplacera jamais le médecin, par contre. Ça c'est pas possible, enfin je pense pas. Ça remplacera pas la relation humaine, mais c'est vrai que... Par contre c'est vrai que ça peut aider à poser un diagnostic, parce que l'intelligence artificielle va analyser un nombre incalculable de fichiers et le comparer à... l'image qu'il a devant lui et aider le médecin à prendre une décision. Donc ouais, je pense que il y a un tournant qui arrive. Ça devrait nous aider, je pense. Ok, très bien. Écoutez, en tout cas, on vous remercie beaucoup merci. Pour votre venue. Plaisir. Merci beaucoup, c'était vraiment enrichissant de vous avoir sur le plateau avec nous. Merci bien. Je propose qu'on passe la capsule, Rémi, s'il te plaît. Et on vous dit merci beaucoup. Et, merci bien. Merci à vous. I was just showing these guys how when I scrunch up my eyebrows, the knife moves. See? Oh my God! Whoa, don't do that! Stop moving. Okay. Non, c'est plutôt crédible ce genre de truc. Alors déjà, il est bourré, donc on sait que c'est anesthésiant, et puis ils n'ont pas un état de conscience, il n'y a pas le stress. Là, il est sous-cutané, c'est-à-dire qu'il est entre le crâne, la voûte crânienne, donc il n'a pas passé, donc il est vraiment sous la peau, ce qui explique qu'il n'y ait pas de trouble de conscience ou qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. The risk of infection or abscess formation. Là, son copain bourré lui enlève. So, now can we get out of here? Donc crédibilité, ouais, c'est tout à fait possible, quoi, 100%. Max's throat is blocked. You need to make a new path so that he can breathe. Pinch the far edges together. Use your finger to keep the hole open and slide the tube halfway in. Air should be coming out of that tube. C'est du n'importe quoi. Non mais c'est du n'importe quoi parce que bon, on fait plus de trachéotomie, c'est un truc qui est un peu MacGyver. C'est comme souvent dans la réanimation, la personne est réanimée et puis après elle fait, elle tousse un peu et puis elle fait, oh ça va mieux. 1 and 2 and 3. Mais ça, la paille où elle est en train de siroter dans la trachée du monsieur, c'est complètement à côté de la plaque, donc c'est 0% de crédibilité. C'est quoi cette TS que t'as accepté dans le service? Les admissions, ça se décide pas tout seul, on en discute d'abord. Je tiens le service à bout de bras, tu me fais ce genre de coup? Non mais attends, Ça parle médecine là. Oh, mais ça mérite un gage. Sur la roue. Ça, c'est une salle de garde. C'est des gags, enfin oui, c'est des gags quasiment. C'est des choses un peu bon enfant. Allez, vous allez montrer vos fesses, par exemple. Parce qu'on a un gage quand on parle médecine ou quand on parle anglais.
Il y a eu beaucoup de choses écrites, dites, y compris une ancienne ministre de la Santé qui disait que c'était limite des zones de harcèlement, etc. Je crois que vraiment c'était dans une camaraderie et dans un bon esprit avec cette notion de consentement évidemment qui est fondamentale. On veut y participer, on y participe, on ne veut pas y participer, on n'y participe pas. Je retourne bosser, moi. Moi, ça, je l'ai vécu et c'est 100% de crédibilité. Stop the door, stop that! Oh. Let's shock again then, please. Charging. All clear? Shocking. Wait! Au moment du choc, c'est théoriquement reculez-vous, parce que si jamais vous ne vous reculez pas et que vous touchez, vous risquez d'être électrisé, c'est-à-dire de vous prendre une châtaigne électrique, et c'est ce qui s'est passé. C'est un peu scénarisé, c'est un peu fictionné dans le sens où théoriquement elle devrait juste prendre une décharge électrique. Là, elle a été électrisée, elle tombe, est-ce qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire? On dirait, je sais pas, 60-70%. No, you're... No, you're... What happened? No. Un problème de santé mentale existe aussi chez les médecins. Il y a sûrement des gens qui ont des troubles du spectre autistique. Et c'est vrai que quelqu'un qui a des difficultés de communication, je pense que la profession médicale, les difficultés d'exercice ne vont faire qu'accentuer ces problèmes initiaux. I am a surgeon! Dr. Hahn! Okay, Park, take over the surgery. No! Non, là je pense qu'on est quand même poussé à l'extrême. Donc on est allé à 30% de crédibilité. Une partie de live, j'espère déjà que cette petite capsule vous a plu. On a de nouveaux invités. On va tout simplement vous laisser vous présenter. Si les travaux ne nous empêchent pas. Je vous laisse commencer par vous présenter. Donc bonjour à tous, je suis Nadine Morinière, je suis infirmière formatrice à l'IFPVPS pour les élèves aides-soignants. Expliquez rapidement ce que c'est l'IFPVPS aux personnes qui nous regardent. Alors tout à fait, il s'agit de l'Institut de formation publique varois des professions de santé avec tout un ensemble de filières qui sont dispatchées sur l'ensemble du département, mais un site à Saint-Raphaël. Donc filière, c'est infirmier, aide-soignant, etc. Tout à fait. Alors, bonjour, moi je suis Nathalie Bagur, je suis infirmière cadre de santé sur la filière infirmière. Voilà. Et j'ai un parcours, on avait peut-être dit qu'on pouvait parler de son parcours, d'avoir été infirmière plus d'une trentaine d'années. Et j'ai basculé sur la formation depuis 2015. D'accord. Comment vous savez, pardon, excusez-moi de couper, vous connaissez le métier vous avez pratiqué le métier que vous enseignez. Et oui. C'est un plus, forcément. En fait, c'est comment dire, c'est indéniable. On ne peut qu'être professionnel pour enseigner. En fait, c'est obligatoire d'avoir été auparavant. Il n'y a pas de professeur qui aurait un autre cursus. On est professionnel. C'est obligatoire. Bonjour, donc Valérie Santo. Moi, je suis de côté administratif, donc secrétaire de l'IFPVPS du site de Saint-Raphaël. Vous allez pouvoir nous en dire plus sur l'accès à la formation, etc. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce côté-là et prise en charge éventuellement. Puis Anthony. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, Anthony David. Donc moi, je suis référent formation ici à la mission locale Est-Var. Donc tu vas pouvoir de la même manière nous parler des formations en général, comment y accéder et bien plus. On verra avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Parfait. On commence tout de suite, on va faire le premier concept de cette deuxième partie. C'est un petit jeu qu'on a créé qui s'appelle la roue des emojis. On va faire tourner une roue qui représentera un emoji et puis chaque emoji donnera une question auquel vous pourrez répondre. Est-ce qu'on est prêt pour lancer ça? C'est parti. Oui, chaque emoji correspond à une question sur un secteur. Alors, je te laisse poser la première question, Mathieu. Oui, bien sûr. Alors, la première question,
C'est plus sur un aspect assez peut-être psychologique. Des petits problèmes à la régie, mais c'est pas très grave, hein, bien sûr. Voilà, c'est Rémi a fait, je crois, tu fait combien de live à la régie 3, je crois, Rémi. Ouais, voilà. Tranquille, petite erreur, tranquille. Est-ce que vous avez des conseils pour gérer le stress et l'anxiété dans votre vie quotidienne? C'est un aspect un peu psychologique. Vous pouvez, n'importe qui peut commencer, vous savez. Alors, avec le temps, la pratique, on s'aperçoit qu'évidemment, il faut avoir déjà une bonne hygiène de vie, pouvoir avoir des temps où on peut faire un peu de relaxation, où on travaille sur soi. Voilà. Et la respiration, sport. Méditation. Non. Pas forcément, en tous les cas pour moi, mais voilà, en tous les cas, oui, ouais, c'est pour ça un petit peu. Ça m'arrive, effectivement, c'est assez bénéfique tout ça, donc si quelqu'un a d'autres réponses. Si on fait le lien avec les métiers de la santé, qui sont des professions stressantes, anxiogènes, il est pour moi, et je pense qu'on se rejoint là-dessus, indispensable de savoir se ressourcer, s'aérer, pour prendre soin de soi, ça c'est indispensable. Donc faire ce qui nous fait plaisir, marcher, chanter, courir, mais se ressourcer. Ouais. Pour bien s'occuper des autres. Ouais. Prendre soin de soi, effectivement. Ouais. Complètement. Ouais, c'est clair. Louis, je te laisse continuer sur la seconde question. Ouais. À moins que quelqu'un veuille... Anthony peut-être? Non? Valérie non plus? Voilà. Eh bien, on fait tourner à nouveau la roue. Alors, le thème suivant sera... Mettre du suspense. Alors, nous avons un emoji. Oui, c'est... Non, des emojis. Un emoji caméra, pardon. Pensez-vous que les films nous apprennent des choses dans la médecine? Films, séries, on a vu justement dans la capsule précédemment des exemples avec un plus ou moins grand taux de crédibilité en fonction de la série. Est-ce que vous pensez qu'en général, ça peut aider à que ce soit informer les gens, les divertir? En ce qui me concerne, je suis infirmière depuis 35 ans. Je ne regarde aucun de ces films. Je n'ai pas un regard très bienveillant. J'y repère en fait instinctivement trop d'erreurs de mise en scène. Ça, c'est le premier versant. Et puis, ça adresse aussi souvent à un tableau Dr House complètement édulcoré. Et c'est pas la vraie vie. Vous trouvez que c'est assez abusé, des surréactions? Oui. Des représentations aussi qui sont fausses. Ou voilà, qui sont tournés sur des choses un peu trop légères. Le métier, c'est quand même pas ça. C'est vrai que Dr House, dans la capsule qu'on a vue précédemment, je sais plus si on en parle ou si ça a été coupé, mais le médecin parle de Dr House en disant que c'est poussé à l'extrême, c'est des pathologies à chaque fois qui sortent de nulle part, ça représente 3% de la réalité et du quotidien médical. Donc c'est sûr que c'est pas forcément tout le temps représentatif, mais... Après, ça peut faire un peu de lien dans la connaissance du milieu, des outils, de rencontrer la posture du malade, la posture du soignant, oui, voilà, peut-être, mais bon, c'est pas la réalité. Vous regardez des séries, Anthony? Non? Du tout? Alors moi, je vais peut-être intervenir. Allez. Alors, moi, forcément, comme je ne suis pas de la partie, forcément, je ne suis pas un professionnel de santé, effectivement, je vais avoir tendance à pouvoir regarder effectivement ces séries, comme par exemple Dr House, qui a été évoqué, mais vraiment sur l'aspect complètement ludique, et plutôt, c'est pas tant l'aspect médical, là, pour le coup, qui va intéresser, je pense, mais plutôt l'aspect, série, ludique, divertissement, et même poussé à l'extrême, loufoque, même la partie folie. Ouais, on passe à la question suivante. Je sais que les séries et films, c'est souvent assez abusé. Enfin, moi, je n'ai jamais été dans le secteur, donc forcément, je commence à croire tout ce que je vois, notamment pour les films et séries, mais c'est vrai qu'avec votre regard à vous, c'est plus intéressant de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, quoi. Voilà. Alors, c'est quoi l'emoji qui est tombé? VC. Est-ce que les sites internet donnent de vraies informations sur la santé? Alors, moi j'ai déjà ma petite idée là-dessus, après, vous en pensez quoi?
Pour moi, ça dépend de quel Il faut site. savoir déjà ce qu'on va chercher et les sources surtout, Oui, et effectivement. vérifier ces sources. Ah oui, parce qu'il y a Après, beaucoup de faux sites, c'est ça. beaucoup de fausses informations sur Internet, comme sur tout n'importe quoi, hein, finalement. fait. Donc, Sur l'actualité en général, enfin tout toi, t'en penses est... quoi, Louis? C'est vrai qu'on peut parfois naïvement chercher, on a mal ici, qu'est-ce qui se passe, j'ai mal là, et puis de suite on nous diagnostique un cancer. C'est vrai qu'il faut faire attention avec les informations qu'on nous donne sur Internet, mais c'est... Ouais, en fait, comme tout le reste, c'est à prendre avec des pincettes, il faut savoir jauger. Bon, peut-être en complément pour faire le lien sur la première partie aussi, peut-être je pense que ça ne peut pas remplacer l'avis effectivement d'experts et notamment ça ne peut pas remplacer l'avis médical. Voilà. Donc s'intéresser c'est une chose et après pour de la petite domologie, mais par contre effectivement le fait d'avoir réflexe et recours à son médecin généraliste, je pense que c'est un petit peu à l'image un bon réflexe. Ouais, un petit peu à l'image de ce qui a été dit aussi en première partie, on parlait de la robotisation, de la modernisation de la médecine, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut toujours avoir un contact humain, surtout dans des secteurs aussi délicats, entre guillemets. Parce que c'est important d'avoir un contact humain, et une réflexion humaine. Ça ne remplace pas, et les machines, dans tous les cas, ce sont les êtres humains qui les créent et qui les conditionnent, et on aura toujours besoin de l'être humain. Mais ça facilite quand même, en tous les cas, dans tout ce qui est examen, diagnostic, on a de grandes chances aussi d'avoir des outils qui sont plus perfectionnants à notre ère, quoi. Je veux dire, c'est normal que le progrès nous serve. Tu avais quelque chose à dire, Mathieu? Juste pour répondre à une question, Brian dans le chat qui nous dit qu'est-ce que vous pensez que Doctissimo est fiable, ouais, effectivement. Pas forcément, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent écrire n'importe quoi et qui n'ont pas trop les connaissances non plus. C'est aussi des gens parfois qui n'ont pas de connaissances dans le secteur médical qui créent les sites aussi. Donc forcément, pas forcément en fait. Moi je pense qu'il y a plus d'informations fausses que vraies. Voilà, après peut-être que je dis n'importe quoi. Je sais pas. Je vous rejoins. Ouais, ok. Tant mieux, ça me rassure pour le coup. Rémi, je propose qu'on passe à la question suivante, s'il te plaît. Le nombre de fois où j'ai cherché des symptômes et que je me suis retrouvé avec des trucs. Ouais, c'est ça. Et plus on multiplie les sources, en fait, et plus on a du mal finalement à se faire une idée. Hein. Ouais, on est confus après, hein, bien sûr. Je pense. C'est laquelle question, celle-là? Ah oui, les petites bulles, c'est intéressant pour vous, ça. Racontez-nous une anecdote de votre travail. Ou, ce que vous voulez, bien sûr. Hein, ça peut être sur la santé. Ça peut être plus intéressant. Oui, une anecdote. On est plus là récemment sur des fois des petites coquilles qu'on peut trouver quand on corrige les évaluations des étudiants sur une anatomie où souvent on dit on a trouvé par exemple la vessie dans l'estomac. Ah oui, des trucs. Voilà, c'est des choses où on a des perles ou alors la rupture de la poche des os avec des os écrits OS. Au lieu de EAUX. Ah oui, moi j'ai aussi... D'ailleurs, j'ai demandé à mes enfants ce que ça voulait dire. Dans un retour sur un projet de soins, il y avait marqué des actions pour le patient et c'était marqué OKLM. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait. Donc j'ai dû demander pour... et oui, c'était au calme. Il avait mis le patient au calme. Sauf que je ne connaissais pas le... Et peut-être plus à des anecdotes, si vous étiez infirmière avant, des anecdotes de santé dans ce monde-là. Non, évidemment, ça rentrait dans la confidentialité. Pas qui viennent comme ça. Bon, après, il y a toujours... comment dire, des fois des gens, des homonymes. Ah si, peut-être une fois, effectivement, sur quelque chose qui me vient, tiens. Ou des erreurs de débutants où on voit un patient, un monsieur d'un certain âge, avec une jeune femme et avec maladresse, on parle de sa fille en disant votre fille est là, vous devez être content. Alors que c'est l'épouse, par exemple, ce genre de choses. Après, purement sur la santé, c'est pas forcément des choses... c'est vraiment de l'anecdote, des choses rigolotes, on va dire. On peut penser à des patients difficiles à gérer,
Je suis pas en train de vous forcer la main, mais voilà, c'est de l'esprit qu'on a du regard extérieur. Je parle d'un regard extérieur, on peut penser que dans votre milieu, forcément, il y a des cas qui peuvent être compliqués à gérer, mais... Oui. Si vous êtes tombé au bon endroit, alors vous n'avez pas eu de problème. Bien sûr, bien sûr. On peut avoir de l'agressivité, on peut avoir, mais quelque part, il faut toujours essayer de rechercher la cause. Les gens qui sont hospitalisés ou en maison de retraite sont pas forcément là de leur plein gré. Et il y a toujours un contexte derrière, c'est ce qu'il faut aller chercher. Voilà, après, on touche quand même beaucoup de tristesse et de souffrance. Donc, on peut, enfin, on l'aborde, mais avec le contexte. Mais voilà, d'anecdotes précises, non, j'avais que... Et pour revenir sur les élèves ou en tant qu'agent administratif, peut-être que vous avez des anecdotes aussi à nous raconter, je sais pas. De notre côté, ça va être vraiment... Vas-y. Oui, pas vraiment en fait. Ça va être sur le coup, on va penser à quelque chose, mais là, comme ça va être compliqué. La télé c'est éteint, c'est pour ça qu'on n'a pas le retour on n'a pas le retour caméra. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Bah écoutez, oui c'est vrai que en termes d'anecdotes, c'est plus des trucs généralement néfastes. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de trucs généralement qui sont drôles dans ce milieu-là. Bah non, ça arrive, mais c'est plus dans le secteur intime, tout ça. Effectivement, mais c'est vraiment des métiers dans lesquels il faut vraiment être aussi empathique, rempli de sang-froid, avoir de la patience aussi. C'est ça qui est vraiment important. Oui. Et comme on dit tout à l'heure, c'est surtout être bienveillant. Avoir dans son caractère des valeurs, être bienveillant, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis que j'ai là-dessus. J'ai été éduqué comme ça, donc je me dis peut-être que plus tard je pourrais travailler là-dedans, je sais pas. T'as raté ta carrière. Peut-être j'ai raté ma carrière. Vous allez bien tomber, on va en parler. Peut-être. Hein. Tu vas avoir un rendez-vous pris à l'IFPVPS. Allons-y. On va voir avec Mme Santo. On parle des formations après, justement. On parlera. Est-ce qu'on continue un peu sur... On fait un emoji en plus ? On n'a pas le retour, Rémi. Après, tu peux nous dire l'emoji à l'oral si tu veux, mais... Oui, c'est des petits problèmes techniques. Voilà, c'est assez compliqué à mettre en place déjà, mais c'est... généralement, c'est nous, on met 2 semaines pour tout préparer. Voilà, je dis ça comme ça, je fais un petit... Cigarette. Si tu veux poser la question, Louis, je la pose. Vas-y. Est-ce que la cigarette... Bon, ça, c'est une question rhétorique. Est-ce que la cigarette réduit considérablement notre durée de vie ? Franchement... Je crois qu'on est tous d'accord sur la réponse. Avant de poser... Oui, effectivement. La cigarette, voilà, nuit à l'entourage, impacte la qualité de vie, favorise des pathologies. Ouais, c'est clair. Simon, il y a quand même des gens qui souffrent de pathologies sans pourtant n'avoir rien fumé dans leur vie, mais c'est beaucoup plus c'est largement plus commun quand on prend les statistiques. Disons qu'en fonction de la nature de la personne, ça va avoir un facteur défavorisant. Et pour certains, avec voilà, peut-être une composition plus solide, n'avoir aucun impact aussi, mais bon. C'est toujours défavorable, au quoi. Au niveau respiratoire, je pense qu'avec tout ce qu'on a comme virus en ce moment, ça n'aide pas. Ouais, c'est clair, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un a d'autre chose à dire sur ça, peut-être Anthony, pas du tout. Non, du tout. Par un avis. Par un avis. T'as fumé, toi ? Peut-être. J'ai fumé. Oui, j'ai fumé pendant 2 ans. Bien sûr, sans le dire à mes parents. Bon, je le dis quand c'est pas grave. Hein. Mais j'espère qu'ils sont pas là parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais non, j'ai arrêté. Moi, je me sens beaucoup mieux, hein, même au niveau sportif. Oh là là, je faisais du basket avant, à cette époque-là. Et quand je faisais des matchs, après avoir fumé 2 cigarettes avant, j'étais pas performant, quoi. Je pouvais s'imaginer que c'était pas le meilleur match que je faisais de l'année. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et je suis fier d'avoir arrêté. Voilà. T'es fait aider pour arrêter tout seul ? Non, tout seul. Du jour au lendemain, je me suis fait non, c'est bon. Mais ça m'est venu comme ça, quoi. Et il y a toujours le bénéfice-risque, en fait. Et là, vous avez touché du doigt qu'il y a plus de bénéfices à pas fumer qu'à fumer. Ah oui, c'est clair. Très peu, voire aucun avantage à fumer. Toi, t'as fumé, lui ou j'ai aussi fumé un moment, c'est voilà. On essaye, on est jeune, mais c'est débile, mais voilà.
C'est une perte d'argent, de santé, de temps, même on peut dire. C'est très peu d'avantages, je pense. On a Kélis qui nous dit pourquoi vous travaillez dans le milieu de la santé, cette école est l'élément déclencheur. On a une question sur ça juste après Kélis, on va juste finir la roue des émojis, on va faire 1 ou 2 émojis en plus je pense. Bah, il en reste 2 je crois, on va peut-être les finir, on va les faire de toute façon. Il nous reste du temps. C'est quoi le pire Il y a des questions dans le chat qui sont assez particulières aujourd'hui. La cigarette ou quoi? Ou la weed, donc la drogue. Simplement. Voilà, le cannabis. Bah, chacun fait son expérience. Chacun fait son expérience et en tire les conclusions. Alors, pourquoi manque-t-on, là ça va être une question qui peut faire parler, pourquoi manque-t-on de personnel dans le milieu médical? Ça a alimenté une partie de notre trajet jusqu'ici. Ah. Je crois qu'en fait, on en est arrivé toutes les trois à la conclusion. Alors déjà, on n'a pas la réponse. On a ouvert des portes. Nous, ça fait toutes les deux. On est donc infirmières depuis 35 ans. On a vu les choses se modifier sur le terrain, évoluer. Est-ce qu'on s'est beaucoup questionné sur est-ce que la pandémie a fait basculer quelque chose? Ça a mis en avant le manque de moyens humains, mais ça a généré malgré tout l'évolution d'un point de vue salaire avec le Ségur, la revalorisation des salaires, etc. Et puis on constate quand même qu'il est de plus en plus difficile, alors pas depuis, allez, on va dire 5-6 ans, de remplir, entre guillemets, des promotions de soignants. Il y a cet aspect-là. Et puis les recruteurs ont de la difficulté à recruter. Et pour quelles raisons? Là, tout de suite... Alors après, on discutait aussi de cette, finalement, alors peut-être pas forcément la pandémie, mais peut-être aussi au niveau sociétal, de se dire que maintenant, on a plus envie d'avoir une qualité de vie personnelle, où on va plutôt privilégier de l'intérim parce que du coup, on fait son propre planning. Voilà, on a avec les enfants, c'est plus compliqué. Effectivement, il y a des horaires qui sont pas faciles donc pour l'organisation, mais voilà, il y a moins ce besoin de CDI. Mais après, ce qu'on disait, c'est que c'est pas forcément que dans notre métier. Je pense que c'est dans le milieu hôtelier. Je pense qu'il y a aussi des difficultés. Voilà, je pense que c'est sociétal. Après, pour parler de la santé, c'est vrai que ça quand même, ça peut faire peur. Ça peut être, même si c'est un métier passionnant et que je suppose que vous le faites par passion, ça peut faire peur pour les jeunes de s'engager d'un point de vue déjà santé personnelle, de se frotter aux patients, aux malades, etc. Et puis même, c'est un métier prenant, comme vous l'avez dit, qui prend du temps, beaucoup d'énergie, on est au contact de gens qui peuvent être compliqués parfois. Je suppose que c'est un des facteurs. Mais c'était déjà le cas il y a 20 ans. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, mais peut-être un changement de mentalité dans la nouvelle génération qui a peur de se... Puis les médias aussi, ce qui montre. C'est vrai qu'à la télé, on parle rarement du milieu médical positivement. Oui, tout à fait. Malheureusement. Anthony, tu as un truc à dire sur ça? Et pour autant, on a énormément besoin à l'heure actuelle de soignants et on va en avoir aussi énormément besoin dans les années à venir, puisque les projections, en fin de compte, au niveau du vieillissement de la population, entre autres, sont nettes. Et effectivement, on va avoir de plus en plus de besoins à ce niveau-là. On a des populations qui vont forcément rester aussi dans des situations où ils vont avoir besoin de soins peut-être aussi à domicile. Donc il y a effectivement des mutations, des évolutions nettes qui ont déjà eu lieu et qui vont continuer certainement à encore avancer. Et donc c'est vraiment une question importante, une question cruciale, parce que je pense qu'on est tous concernés, quelles que soient nos situations, nos âges, et qu'on a tous à un moment donné besoin effectivement d'avoir recours à la santé. Et puis on est dans une contradiction, c'est-à-dire qu'on est on manque de personnel et en même temps, effectivement, on devrait multiplier les offres d'emploi. Enfin, on devrait vraiment attirer, être attractif, parce que le manque de personnel nous impacte justement
cette prise en charge des patients. Et du coup, on court derrière et on a des progrès. On parlait tout à l'heure de progrès en termes d'examen, de qualité d'outils de radio, etc. Et finalement, on est sur du progrès, mais on n'a plus les êtres humains pour pouvoir le faire fonctionner. Donc ça, c'est vrai qu'on est dans des difficultés où je pense qu'après, les recruteurs ont du mal à essayer justement d'être attractifs parce qu'ils veulent certainement bien faire, mais il y a pas toutes les cases ne sont pas cochées, quoi. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de déserts médicaux. Et puis, je pense que le souci principal peut être aussi la formation dans ces milieux. Bon, quand c'est à l'IFPVPS, par exemple, c'est pas des formations trop lourdes non plus. Et si on veut faire médecin, généraliste, chirurgien, etc., c'est des études très longues, 10-12 ans. On ne rentre pas dans le monde professionnel avant 30 ans, parfois, ça peut repousser beaucoup de personnes aussi. Ouais. C'est long, c'est compliqué comme étude. On sait qu'on a besoin de plus de médecins, mais malgré tout, les formations sont presque de plus en plus fermées, complexes. Alors évidemment, on ne peut pas avoir n'importe qui nous opère sur une table d'opération, mais ça reste très, très, très sélectif. Même, lors des entretiens, il y a beaucoup de tout ce qui sont les personnes, les agents d'entretien, qui recherchent cet aspect bienveillant, beaucoup de qualités. Après, moi, je me rends sur ça, mais peut-être que je ne me connais pas trop. Mais beaucoup de compétences particulières. Et souvent, il y a des personnes qui ne les ont pas toutes, peut-être aussi. Et notamment des qualités qui sont essentielles, comme tout ce qui est compassion, tout ce qui est milieu aussi empathique, j'imagine. Donc ça peut être aussi compliqué de trouver des personnes qui, faut pas embaucher pour embaucher, je trouve, faut trouver des personnes qui correspondent à ce milieu-là. Je pense. Je sais pas si, peut-être vous pouvez réagir à ce que je dis, je sais pas si. Vous parlez du coup sur l'entrée en formation ou sur métier ou formation. On fait déjà on va justement à l'entrée en formation, on va déjà choisir puisqu'il y a des entretiens pour certaines sélections et du coup ça va permettre justement de faire un choix et de sentir la personne prête à faire ces métiers. Aussi dans le savoir-être aussi, du coup. Oui, aussi. Forcément. Après, malgré tout, on se rend compte quand même que dans nos formations, il y en a qui découvrent le milieu et qui s'ouvrent vraiment à cette empathie et qui sont du coup qui découvrent une passion de l'être humain. Ouais, c'est clair. Donc voilà, peut-être pas forcément, on peut pas forcément avoir toutes les qualités au départ, mais on arrive à les finalement. On s'aperçoit que finalement on est capable et qu'on a des compétences. Ok, je vois, c'est clair. Très bien. Je pense qu'on peut continuer peut-être sur. Il reste un emoji ou c'était le dernier? Il en reste un, c'était. Je pense qu'on peut le poser directement. Le premier. Alors ça c'est intéressant. Tu veux la poser, Louis? Je laisse la poser. Je pose la question alors. Donc les cours de premier secours devraient-ils être obligatoires à l'école? À l'école en général? Oui, à l'école. Alors, mes enfants sont maintenant grands, mais si je ne me trompe pas, ça fait partie maintenant de ce qui est mis en place dès le plus jeune âge dans les écoles. En ce qui concerne nos filières aides-soignantes et infirmières, c'est une obligation de formation. Alors ça va au-delà des premiers secours. Ça fait partie du cœur de cette formation, la formation gestes et soins d'urgence à un niveau professionnel, paramédical. Mais oui, pour les plus petits, pour les plus jeunes, c'est indispensable d'informer, de sensibiliser pour être capable, même tout petit, d'agir. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, au collège, j'ai fait le PSC1, je crois que ça s'appelle. Voilà. C'est bien, honnêtement, d'avoir mis ça en place, mais c'est peut-être léger comme formation. Ça dure sur une après-midi ou une journée, je sais plus. Ouais, une journée. C'est évidemment les gestes de premier secours, c'est élémentaire. Est-ce que les formations peuvent être poussées plus loin? Je sais pas, c'est peut-être déjà un coût compliqué à organiser. Oui, puis même, moi, pour le PS1, je l'ai repassé là récemment, et je peux vous dire que depuis le collège, parce que je l'avais déjà fait au collège aussi, j'ai tout oublié, quoi. J'avais tout oublié, donc s'il fallait sauver quelqu'un avant que je l'ai repassé là récemment, j'aurais pas su, quoi.
C'est malheureux de dire ça, mais... Après, si déjà, à tout âge, on est en capacité d'alerter les secours, oui, ça, de repérer qu'il y a un problème et d'alerter les secours. Et puis maintenant, avec la diffusion des défibrillateurs et de former les citoyens au bon usage, c'est déjà pas si mal. C'est vrai que souvent, les pompiers ou le SAMU, etc., ils demandent aux personnes présentes lors d'un accident d'essayer d'agir. Alors oui, il faut alerter, mais c'est quand même aussi bien d'essayer, si possible, bien sûr, d'intervenir en premier, de faire nos gestes de premier secours. Parce que c'est bien, comme tu le disais, de l'avoir appris au collège, mais si tu l'as oublié après, faut faire des rappels peut-être. Je sais pas comment ça peut se prévoir. Je vais pas rentrer dans ce débat, mais... Un jour, les médecins robots, eh bien oui, on en a parlé rapidement tout à l'heure, oui. Je suis pas très fan des médecins robots. Ouais, ça peut faire peur, mais... Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'émotion. Voilà, ça fait peur, effectivement. Je propose qu'on passe à la suite. Ouais, tout à fait. Oui. Petite question pour vous, petite question générale, plus centrée sur votre métier, sur vos métiers. Alors, pour commencer, Rémi, tu es prêt, bien sûr? Très bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans le secteur médical? Ou dans le secteur aussi, du coup, dans votre secteur, quoi. Médical, enseignement. Vas-y. Je suis rentrée en... Alors, à l'époque, ça fait très dinosaure. Je pense qu'on va faire du coup. J'avais 18 ans. Donc ça s'appelait à l'époque une école d'infirmières, contrairement à maintenant où il s'agit d'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. Et 18 ans, envie d'être infirmière, probablement déjà, même si je ne mettais pas ces mots, pour prendre soin de l'autre. Alors à 18 ans, on ne mesure pas tous les aspects. On est dans je veux le soigner, je veux l'aider, je veux le guérir. Et puis au fil du parcours, on découvre que c'est beaucoup d'autres choses. Et on se forge sa propre expérience. Et puis à un moment donné, après, au fil de mon parcours, essentiellement dans des services de réanimation et de cancérologie, où ça peut devenir aussi lourd émotionnellement aussi, de prendre soin des autres, de se dire maintenant, moi, mon envie, mon souhait, c'est de passer le flambeau, de transmettre en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a fait, il y a 10 ans de ça, entrer en formation. Vraiment cette passation de relais. Transmettre les compétences, l'expérience que vous avez. Non, je vois, c'est assez... C'est bien comme mode de pensée, je trouve. C'est bienveillant aussi. Mais ce n'est pas si simple, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Alors pour moi, c'est à peu près identique, en fait, 18 ans. Alors moi, c'était plus j'ai toujours été passionnée par l'être humain, son comportement, beaucoup aussi d'empathie et puis le milieu de la santé qui m'intéressait en termes de savoir, de la biologie, tout ça. Ça me plaisait beaucoup. Voilà, et donc du coup, pareil, on part avec la casquette du sauveur de l'humanité. Et puis au fur et à mesure, on apprend beaucoup des autres. Et c'est ça qui, je pense, pour nous, qui efface en fait toute la partie, on va dire, peut-être obscure et pas forcément agréable de notre métier, c'est qu'on a un retour des gens et on apprend des gens, et ça c'est super. Et puis après, de fil en aiguille, moi j'ai fait de l'EHPAD, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait de la cardiologie, et à un moment donné, je suis arrivée à encadrer des étudiants, et de l'encadrement des étudiants sur le terrain, ça m'intéressait de passer sur de la formation. Voilà. Et c'est pourquoi je suis arrivée dans la formation après. Aussi dans cette optique de passer les compétences. Oui, de pouvoir aussi participer à former un professionnel. Oui, effectivement. Mais dans tout ce que vous reprenez depuis tout à l'heure, ce côté relationnel, parce que savoir-faire, on peut prendre n'importe quelle personne. On lui fait faire, il n'y a pas de souci, mais derrière, il y a le savoir-être, comme vous dites. Ok, très bien. Valérie, vous avez quelque chose à dire? Alors, moi j'ai fait le concours infirmière il y a longtemps aussi, mais en faisant des stages, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas
faire ça parce que la proximité des personnes que je ne connais pas, c'est difficile pour moi. Et du coup, j'étais côté secrétariat, secrétariat paramédical. Voilà. Dans ce domaine. Oui, parce qu'en fait, le domaine me plaisait quand même, malgré ok. tout. Donc, du coup, j'ai fait du paramédical. Voilà. Parce que vous êtes en contact malgré tout avec ce secteur. Voilà, on a quand même le contact avec presque plus avec les soignants que les soignés. Et du coup, ça laisse encore un petit lien quand même. Voilà. Et Anthony, peut-être malgré tout, t'es axé. Alors moi, j'ai jamais postulé en IPSI. Non, mais je parlais dans la formation, dans l'aide malgré tout aux jeunes, aux gens en général. Je pense qu'on a un point commun, effectivement, c'est qu'on travaille avec l'humain, oui. Même si après on est sur des fonctions, forcément, et des technicités qui sont différentes. Et effectivement, moi j'aime bien employer le terme d'avoir le feu sacré, la flamme qui brûle en nous, effectivement, le côté passion, pour pouvoir donner le meilleur de nous, pour aider, en fin de compte, voilà, le public qu'on peut accompagner. C'est peut-être... probablement, je pense en tout cas ce qui nous anime et ce qui nous rejoint. Voilà. Et ce qui nous permet de pouvoir travailler et de jouer de nos complémentarités. Très bien, très bien, très bien. Oui, on passe à la question suivante. Quelles sont les tâches principales dans les métiers d'infirmier et d'aide-soignant au quotidien? Alors, qui se jette Alors, les tâches principales. Vous savez qu'il y a un référentiel d'activité. Pour chaque métier. On va dire que en tant qu'infirmier, on a donc des activités techniques. On a aussi prise de sang, perfusion, des pansements, des toilettes aussi. Enfin, avec l'aide-soignante, on va travailler en collaboration. Donc, du coup, on va avoir... l'infirmière a un rôle propre qu'elle délègue, en fait, à l'aide-soignante. Mais voilà, donc c'est cette partie d'autonomie qu'elle peut avoir. Et après, il y a tout ce qui est le rôle sur prescription, où là, effectivement, on va être sur l'application des ordonnances, de ce que le médecin prescrit. Puis après, il y a tout le volet relationnel qui, mine de rien, est très technique aussi. Ce qu'il faut apprendre, on parlait de gestion de stress tout à l'heure, ça s'apprend sur les techniques de communication, d'entretien. Donc voilà, il y a tout ça. Et en plus de ça, il y a toute l'organisation des soins, toute la traçabilité des soins. Et voilà. Et toute le travail en équipe, qui est un gros... qui prend aussi beaucoup de temps et j'oublie certainement des choses. Tout ça fait de votre métier un métier complexe. Complexe, oui. Complet, complexe. Voilà. Et qui change tout le temps. Ouais. Voilà. Pas de routine, c'est ça. Okay. Il y aura toujours des routines, mais dans tous les cas, comme on travaille avec de l'humain, c'est jamais le même jour pareil. Vous voulez compléter? L'aide-soignant va être plutôt dans un prendre soin autour des soins d'hygiène et de confort et va être en quelque sorte dans cette collaboration avec l'infirmière. L'infirmière peut faire tout autant puisqu'elle délègue ce rôle propre à l'aide-soignant. Et alors il y en a qui aiment bien dire l'aide-soignant, ce sont les yeux de l'infirmière. Moi, infirmière, je suis pas fan de cette réplique parce que moi, en tant qu'infirmière, ça a été dit en préparation. Ouais, j'avais mes propres yeux, mais on se complète. C'est juste ça en fait, ce qui est important. On se complète, on collabore. Il faut aimer travailler en équipe, c'est indispensable. Il faut aimer l'être humain en fait, dans cette relation soignant-soigné, mais dans cette relation soignant-soignant. Si on n'aime pas l'être humain, c'est pas la peine. Je pense que nous, on est plutôt partisane en fait. On n'a pas, même s'il y a une hiérarchie, mais on n'a pas de strate dans notre tête, c'est-à-dire qu'on est des maillons. Mais ça va de l'ASH, de la personne qui est au ménage, qui a un rôle très important dans tout ce qui est hygiène. On est des maillons, on ne peut pas travailler les uns sans les autres. Et c'est ça c'est dans cette perspective qu'il faut collaborer ensemble. Est-ce que vous avez peut-être un avis extérieur sur ça?
sur leur Non, leur c'est qualité, vraiment peut-être. trop technique. C'est très technique. Donc, Il faut collaborer avec le secrétariat. Oui, mais ça, c'est côté formation. Après, peut-être effectivement dans les aussi, services, aussi. le secrétariat et l'administratif Aussi. est très important aussi, bien sûr. Mais quand même, j'ajouterais, Oui. pour ne pas quand même réduire le rôle de l'aide-soignant aux soins d'hygiène et de confort, l'importance, parce que le diplôme ces dernières années a gagné en compétences et maintenant niveau bac, ce diplôme d'état d'aide-soignant, où on attend des aides-soignants cette capacité à évaluer la douleur, surveiller le patient, Être attentif. être Oui, attentif bien sûr. et percutant, pertinent. Ah oui, c'est clair, ça c'est... Pour la sécurité du patient. Ah oui, c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention à ce que ressent aussi la personne, quoi, C'est effectivement. Est-ce qu'on peut aussi parler des formations de... Rémi, si tu peux mettre la question. L'accès aux formations de l'IFPVPS est-il compliqué? Je attends qu'elle s'affiche pour qu'on puisse... Non, pas celle-là. Pas celle-là non plus. Pas celle-là non plus. Si tu peux attendre... Mon père, je la pose comme ça à l'heure orale, hein, je pense que... est-ce que... Bon, peut-être ça, c'est pas plus pour toi, Anthony. Est-ce que l'accès aux formations de l'IFPVPS, peut-être pour vous tous, hein, bah ça, pour le coup, ouais, non. Est-il compliqué? Alors non, pas vraiment. Il y a des accès différents. Ça va dépendre de la formation qu'on choisit. Ça va dépendre de ce qu'on a comme diplôme, entre autres pour les infirmiers. Donc il y a le fameux Parcoursup pour tous les bacheliers. On peut passer par Parcoursup du coup Pour les bacheliers, ouais, oui. très bien. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui peuvent accéder aussi à la formation infirmière. Ah, c'est bien ça. Donc il faut avoir travaillé et cotisé 3 ans au moins à la sécurité sociale et ça donne l'accès au concours. Donc après, les inscriptions se font sur notre site, IFPVPS, rubrique sélection, et il y a des dates qui sont précisées pour s'inscrire et après passer le concours. Ouais. Donc là, le concours infirmier, par exemple, ils sont en plein dedans. Oui, donc Samedi, tout est géré, tout est bien organisé. Tout est géré, voilà, tout à fait. Ça, Donc c'est bien, après, ça. il y a... Tout est accessible aussi. Tout est accessible. Tout est Ça, c'est très bien. maintenant ça. simplifié parce que, effectivement, nous sommes plusieurs sites géographiques et tout ce qui est cellule concours se trouve physiquement à la garde. Donc tout se fait d'abord sur Internet et après nous sommes en lien avec les collègues des autres sites. Ok, Voilà. très bien. Écoutez, merci beaucoup. Anthony, si je... Ouais, parce que du coup, c'était quelque chose à dire. Ouais. Oui, vous allez pouvoir. Oui, je vais compléter. Qui vient de commencer. Ouais. Donc effectivement, il y a aussi donc les aides-soignants, auxiliaires de puériculture aussi, on pourrait en parler aussi, puisque c'est la même façon d'accéder à la formation. Donc là, c'est une sélection qui se fait toujours pareil par notre site. Et puis, il y a un dossier à monter avec un CV, une lettre de motivation assez classique et un entretien. Okay. Et c'est l'entretien qui va classer les candidats avec une note, donc d'où l'intérêt aussi de les voir à l'oral pour voir leur motivation. Oui, pour un peu comment ils sont, tout ça. Tout à fait. Anthony, toi, comment tu accompagnes les jeunes pour les aider à intégrer ces formations-là? Alors nous ici à la mission locale, les conseillers vont être chargés de recevoir les jeunes, déjà de les écouter. Et le but, ça va être de pouvoir forcément leur donner la meilleure information possible. Ouais. Ça ne remplace pas le fait de les orienter vers l'organisme de formation, puisque c'est auprès de l'organisme qu'ils auront les bonnes informations auxquelles se fier et la marche à suivre. Après, nous, là où on va intervenir, au niveau de la mission locale, ça va être sur l'amont, c'est-à-dire tout ce qui va intervenir avant le positionnement sur la formation, c'est-à-dire concrètement sur aider les jeunes à découvrir ces métiers. Découvrir ces métiers de plusieurs façons, par tout simplement des stages en entreprise. Ça, c'est ce qu'on fait énormément. Rencontrer des professionnels pour leur poser des questions, donc des professionnels qui sont en activité, que ce soit des agents de services hospitaliers, des aides-soignants, des infirmiers, etc. Et puis, on organise ce qu'on appelle des jeudis des métiers régulièrement. J'allais y venir. Lors desquels, effectivement, on fait venir des professionnels, ou on fait venir aussi des organismes de formation pour qu'ils puissent venir à la rencontre des jeunes et tout simplement leur expliquer, les informer sur ces secteurs d'activité, les métiers, les opportunités d'emploi
Et puis, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, aller plus loin, tout simplement, aller faire un stage en entreprise. Ça, c'est la première partie sur laquelle les conseillers et conseillères de la mission locale vont intervenir, la découverte des métiers et l'information métier. La deuxième partie, ça va être pour celles et ceux qui se seront essayés et auront envie d'aller plus loin parce que, voilà, ils auront véritablement découvert un métier qui, pour eux, est faisable et compatible avec qui ils sont, leurs qualités, leurs attentes. À ce moment-là, on va leur proposer de les accompagner pour pouvoir se préparer. Alors là, encore une fois, on a plusieurs choses à proposer. On a des remises à niveau pour des jeunes qui auraient besoin de passer d'abord par une remise à niveau et consolider un petit peu leur niveau avant d'entrer en formation. On a ensuite des découvertes métiers qui sont financées par la région et puis aussi des préparatoires. Voilà, des préparatoires spécifiques. Peut-être vous allez pouvoir en parler après, Madame Santo. Et on propose également aux jeunes qu'on accompagne, pour préparer leurs entretiens, de pouvoir le faire et faire aussi des simulations d'entretien avec des parrains et des marraines bénévoles qui viennent, notamment des anciennes cadres de santé, par exemple, et qui vont pouvoir préparer ces jeunes pour leurs entretiens face au jury avant de pouvoir entrer en formation. Alors les formations préparatoires, effectivement, maintenant elles ont évolué, elles ont un peu changé parce que les accès à la formation sont différents. Donc par exemple, effectivement pour les aides-soignants, il va y avoir une formation qui va aider au montage du dossier et qui va préparer à l'oral. Mais maintenant, ça va être plutôt en distanciel. C'est un peu la différence d'avant. En formation préparatoire infirmière, tout ce qui est Parcoursup, comme il n'y a plus de concours, il n'y a plus de préparation. Donc il va y avoir que la formation pour le concours des personnes sans diplôme, qui est aussi assez réduite. Pardon ? En distanciel, formation ? Toujours en distanciel la plupart du temps. Oui. Un petit peu l'oral qui va être fait. Depuis le Covid, c'est ça ? La Covid a joué beaucoup là-dessus, oui, effectivement. Mais les changements de référentiel aussi. Okay. Et Anthony, j'ai une petite question. Est-ce que vous orientez beaucoup les jeunes avec Parcoursup ou pas ? Est-ce que c'est un moyen efficace pour... Alors, c'était pas forcément le cas il y a quelques années encore en arrière, mais depuis quelques temps, effectivement, face à la recrudescence des demandes des jeunes qui viennent nous solliciter pour pouvoir les aider aussi techniquement à postuler via Parcoursup, effectivement, on s'y met et on a des conseillers, des conseillères qui sont amenés et seront probablement amenés de plus en plus à pouvoir aussi aider les jeunes à préparer leur dossier, entre guillemets, pour postuler via Parcoursup. Ok. Déjà, il y a Avaraba qui te passe le bonjour dans le chat. Merci Avaraba, il est marrant, monsieur Duclette. Merci. Je vais déjà connaître, merci. Est-ce qu'on passe à la question suivante, laquelle tu choisis? Je te laisse te débrouiller. Je pense que une question qui peut être intéressante. Non, je pense que c'est plus les questions générales. Quelles sont les principales difficultés, c'est plus pour toi, auxquelles peuvent être confrontés vos élèves dans tout ce qui est formation, apprentissage, sur le terrain aussi peut-être. Et puis il y a tout ça. Si peut-être, et là c'est ma collègue qui pourra plus en parler, même si c'est en lien avec nous, régulièrement quand même des difficultés financières. Donc peut-être qu'on pourra parler un peu de la prise en charge et de l'accompagnement qui peut être mis en place. Quand parfois ils ne mesurent pas le fait que pendant cette formation, ils ne vont pas avoir leur revenu habituel. Et en fait, quand il y a ces difficultés financières, forcément, ça retentit sur leur présence, leur implication dans la formation. Après, des difficultés... d'apprentissage, il y a tout niveau confondu dans la formation aide-soignante. Il y a autant des personnes qui sont en reconversion avec des scolarités qui se sont arrêtées lors de la 3e que des bacheliers ou des Bac +2, +3. Donc bien évidemment qu'on a une population avec des capacités de compréhension différentes. Mais je dirais ça, on est là pour ça, pour les accompagner. Il suffit qu'ils aient envie, en fait.
Oui, pour les aider aussi, pour d'apprendre, combler, de progresser, oui, voilà. etc. Et puis des difficultés, oui, sur le terrain lors des stages. Oui, ça peut, mais on est là aussi pour les accompagner et pour être régulièrement les médiateurs aussi, entre le terrain. Vous avez déjà eu des jeunes qui retournent à un stage, se sont retrouvés pas dégoûtés, mais qui ont été effrayés par... Oui, bien sûr. Ouais. Il ne faut pas se voiler la face. Oui, il y a des étudiants, des élèves qui se sont trompés 2 fois aussi. Hein, et c'est pas grave, quelque part. C'est un choix qui se modifie, mais dans tous les cas, ils auront été curieux de voir s'ils en étaient capables. Mais des fois, ça peut déplaire. Et dans un secteur compliqué entre guillemets comme le médical, voilà. Oui, dans ce secteur, c'est toujours il y a un vocabulaire particulier, il y a c'est un nouveau monde. C'est un secteur particulier, mais après c'est comme tous les autres métiers. Oui, mais en même temps, étant donné qu'on a affaire à l'être humain, des fois c'est complexe. Et arriver dans une équipe qui est déjà aussi soudée, ça peut être complexe. Enfin, il y a plein de choses qui fait que la posture d'étudiant, elle n'est jamais simple. On nous parle un petit peu dans le chat. Pour superviser cette émission avec cette thématique, effectivement, toutes les 2 semaines, on a des thématiques toujours plus attrayantes, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le milieu médical. Merci. Est-ce qu'il y a un lien connu avec les vaccins et les allergies, etc. Alors, peut-être rebondir sur les vaccins, puisque les formations, il y a l'obligation de la vaccination sur l'hépatite. Donc, on ne peut pas accéder à la formation s'il n'y a pas le schéma vaccinal qui est exigé, obligatoire. Voilà. Donc, voilà. Après, chacun pense... on n'a pas de retour, en tous les cas. Je pense qu'on pose une dernière question. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite suivre une carrière d'infirmier ou aide-soignant? Quelles compétences faut-il avoir? Je pense qu'on a un peu déjà aussi répondu avant. Mais si vous aviez un petit mot à dire, des petits conseils à suivre. Des valeurs humaines, ça on est tous d'accord. Bien sûr. Tout simplement de la gentillesse, cette envie de prendre soin, d'être attentif à l'autre. Et puis après, dans la formation, être curieux, avoir envie d'apprendre, savoir s'auto-évaluer pour s'améliorer. Pour se remettre en question. Se remettre en question, c'est ça. Je pense que ça fait partie des priorités dans la posture, parce que souvent, quand on parle des difficultés, c'est souvent parce qu'on n'y a pas cet état d'esprit de remise en question que ça bloque. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'ouverture, mais quelque part, ça fonctionne. Il faut juste prendre conscience que voilà, on a besoin d'apprendre et de se remettre sans arrêt à mieux faire, etc. Oui, une bonne ouverture d'esprit aussi, c'est important. Tout à fait. Effectivement. Valérie, vous avez des choses à dire sur ça? Non. Pas de mots Non, il y a en particulier, c'est vraiment la formation spécifique. Donc là, niveau secrétariat, on n'a pas grand-chose à faire, nous, à part les aider, comme on parlait financièrement, ce genre de choses. Et bien sûr. pour les soutenir aussi, quand même, parce que des fois, ils ont besoin. Oui. On fait beaucoup de soutien. Oui. Est-ce que, Anthony, tu avais un truc à dire, peut-être, sur la question? Si tu veux que je la répète, si tu veux. Non, du tout. Juste peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit par Madame Santo. Effectivement, à partir du moment où les candidats vont rentrer en formation, c'est là que tout commence, quelque part. Et effectivement, quand il y a des difficultés, on est là aussi sur les candidats qu'on a pu positionner, même si ensuite ils sont en formation et qu'ils sont stagiaires de la formation professionnelle, par exemple. On peut forcément effectivement communiquer avec l'organisme de formation qui peut tout simplement nous solliciter ou orienter effectivement un jeune qui aurait des questions, des besoins particuliers, de manière à ce qu'au niveau de la mission locale, on puisse effectivement prendre compte de la problématique, des besoins et voir si on peut mobiliser des choses pour pouvoir faire en sorte que la formation puisse se poursuivre et dans les meilleures conditions possibles. Après, c'est des formations en alternance, donc ça a ce côté aussi qui peut être aussi attractif, puisqu'on est à la fois en théorie, à la fois sur le terrain.
Donc malgré tout, ça permet cette souplesse aussi dans cette formation, que ce soit aide-soignant ou infirmier d'ailleurs. Ah oui, ce que je me permets d'ajouter, c'est que depuis 2 ans, il y a possibilité pour les élèves aides-soignants de suivre une formation en apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un employeur qui peut être un EHPAD et même le centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël. Alors la formation dure un tout petit peu plus longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu d'être diplômé au bout de 11 mois, cette formation ira jusqu'en novembre-décembre. Donc une formation sur... on doit être à 16 mois, mais ça permet d'avoir une rentrée d'argent et de moins risquer de les mettre en difficulté financière. Et donc sur le site de Saint-Raphaël, on est habilité chaque année à prendre 2 apprentis élèves aides-soignants. Ok, donc tout ce qui est alternance, ça se fait maintenant, c'est nouveau, c'est récent? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, okay. Oui. C'est intéressant ça pour le coup. Moi, je suis assez intéressé par ça en vrai. Mais pour le coup, ouais. Ah, bon, on verra. on verra, bien sûr. Ah, mais avec plaisir, en vrai. Bonjour, pour quelles raisons on trouve autant de personnel médical étranger à l'hôpital Bonnet à Fréjus? Alors ça c'est ce qui est après, la France, c'est toujours un terrain d'apprentissage qui est quand même prisé dans nos formations. Voilà, c'est des formations exigeantes, donc on a effectivement pas mal alors surtout peut-être dans le médical, beaucoup de médecins qui viennent faire leur internat et qui sont des écoles partenaires avec que ce soit sur comment dire l'est de l'Europe, même le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique. Voilà, il y a beaucoup de liens entre ces écoles-là. Du coup, c'est logique en fait qu'il y ait ce partenariat, et en même temps, il y a aussi un manque de médecins, donc ça répond aussi du coup à tout ça. Oui, c'est clair que c'est bien encadré, bien organisé, même au niveau des formations. Si dans le chat vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir à la mission locale, quoi. Voilà. Et que oui, du fait du manque de médecins qu'il y a en France, il y a de plus en plus de médecins étrangers, roumains, beaucoup de pays de l'Est. Pays de l'Est, voilà. Même il y a de plus en plus de jeunes étudiants qui vont faire leurs études au Portugal, en Roumanie aussi, dans des pays étrangers, en Belgique, parce que c'est plus facile d'accès, moins long, moins lourd. Je pense qu'on peut s'intéresser. Oui. Donc vous ayez un dernier mot rapidement. Juste compléter l'IFPVPS en fait. C'est donc cet institut, il est dirigé par Madame Chambon, Josie Chambon, et il y a entre autres, je ne sais plus comment on dit, entre autres, voilà, plusieurs formations. Donc sur Saint-Raphaël, nous, il y a les soins infirmiers, aides-soignantes et auxiliaires de puériculture. Sur Draguignan, il y a aussi une antenne où il y a aides-soignants et infirmiers. Et sur la Garde, il y a aussi aides-soignants, infirmiers, auxiliaires de puériculture, manipulateurs en électroradiologie, ergothérapeutes, psychomotriciens, ambulanciers et auxiliaires ambulanciers. Donc c'est quand même des formations aussi courtes ou plus longues, jusqu'à 3 ans. Et Brignoles sur les aides-soignants. Voilà. Ok. Donc, ça fait de quoi s'intéresser à ce milieu. Merci à tout le monde d'être venu sur ce live. C'était avec plaisir qu'on vous a reçus. On a pu en apprendre déjà nous beaucoup. Peut-être qu'on a trouvé un nouvel étudiant chez vous pour l'année prochaine. J'espère en tout cas que vous qui regardez ce live avez apprécié regarder ça, et puis que ça va peut-être aider, aiguiller pour votre futur, pour une idée de formation. Donc encore merci. Je pense qu'on peut dire au revoir, qu'on se retrouve dans 2 semaines pour un thème. Voilà, donc après, il y a l'émission d'après, c'est Clap sur les podcasts et séries. Donc voilà, restez sur la chaîne de La Bonne Idée. Et à bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.